Bonjour, ici Audrey Lafrenière. Jean-Philippe Lebeau. Élisane Trépanier. Et Claude Auchu, et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Merci tellement à la gang de NAC qui sont partenaires de Pas sorti du bois depuis le début. C'est une jeune entreprise, puis maudit qu'ils sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large, des barres Ultra Énergie puis de la poudre Ultra Recovery, mais là, ils viennent de sortir des Golf, puis pour vrai, j'en suis pas encore revenu tellement elles sont bonnes. Ce qui est malade avec NAC, c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. Si t'es pas sûr de la protéine de grillon, là, ben sache qu'il y a une gamme complète 100% vegan. Là, t'arrêtes ce que tu fais, tu vas sur le nacbar.com, tu choisis des produits puis tu utilises le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci beaucoup NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 51e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que je commence ça en mode solo, ce qui m'est jamais arrivé, je crois, à Pas sorti du bois. Mais c'est pas parce que je serai pas accompagné d'aucun athlète, parce qu'au contraire, j'en aurai 4 plutôt qu'un. C'est notre spécial Québec Méga Trail, vous le savez, en 2 épisodes. On commence aujourd'hui avec le pré-QMT, donc avec ces 4 athlètes-là, on va jaser de leur course qui s'en vient, de comment ça va se passer, c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leur préparation, c'est quoi leurs appréhensions. Puis ensuite, la semaine prochaine, l'épisode 52, ce sera le après Québec Méga Trail. Donc, on verra si ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui a tenu ou s'il a fallu sortir des sentiers battus, ce qui arrive souvent dans des ultras. Donc, c'est un épisode double que je prévoyais depuis assez longtemps. En fait, en février dernier, avec Jean Fortier du Québec Méga Trail, que je salue et que je remercie. On avait organisé un concours aussi en partenariat avec Exact Nutrition, qui était Gagne ton dossard pour le QMT. Donc, le ou la gagnante allait gagner, oui, son dossard pour la distance de son choix, mais également un pacte Fuel Your Goal de Exact Nutrition, donc la nutrition pour la course, et surtout un coaching avec Alistair Gardner, qui est un coureur réputé, reconnu au Québec. Et bien sûr, à ça s'ajoutait une participation double à Pas sorti du bois pour l'épisode que vous écoutez présentement. Bon, notre gagnant, Josh Tremblay, a finalement reçu une lettre de l'armée. Il se préparait, il savait pas si ça allait venir en conflit avec le Québec Méga Trail et finalement, mauvais timing. Donc, il doit partir à un camp de recrues, je pense, ou en tout cas un camp de l'armée qui l'empêche de participer à la course. Par contre, son dossard sera remis à 2022 puis j'aurai certainement l'occasion de jaser avec lui l'an prochain alors qu'il va se lancer sur son QMT 50. C'est un jeune coureur de Bromont. Je pense qu'il s'entraîne avec Elliott. Fait que il y avait des grands objectifs pour la course. Un coureur qui aurait pu causer peut-être une surprise ou en tout cas attirer l'attention lors de ce Québec Méga Trail. Ça sera pour l'an prochain. Donc aujourd'hui, 4 invités, 4 athlètes au parcours différents qui se lancent sur des distances différentes du Québec Méga Trail. Ça va être super intéressant de voir comment chacun avec leur bagage se prépare du mieux qu'on peut se préparer à un ultra. On fait quelque chose sur papier, puis à un moment donné, peut-être que le papier va prendre le bord. Mais 4 athlètes qui vont nous raconter un peu comment ils se préparent à se lancer là-dessus. Les 2 premières, Audrey Lafrenière et Élisane Trépanier, se lancent sur le 100 000. Donc, ils font partie, je crois, d'un groupe de 6 femmes qui se lancent sur le 100 000. Il y en a très peu sur les 100 athlètes qui se lancent sur cette distance-là. Donc, ça va être super intéressant de les écouter nous raconter comment ils se préparent pour une course comme ça qui n'existe pas. On se rappelle que le 100 000, c'est sa première édition. Donc, on n'a pas beaucoup de temps de référence ou de gens à qui on peut parler pour se préparer. Du côté masculin, on aura aussi 2 autres athlètes, Jean-Philippe Lebeau qui sera sur le 110 km et Claude Auchu sur le 50 km. Donc un beau quatuor de coureurs, de coureuses qui vont nous parler de leur Québec Méga Trail. On commence ça en force avec Audrey Lafrenière. C'est une fille de Shawinigan dans la Mauricie qui vit depuis 12 ans en Colombie-Britannique, dans le coin de Vancouver. Donc, c'est une fille qui est d'ici, mais qui n'a pas couru ici, à part quelques fois quand elle visite sa famille, qui est habituée aux grosses montagnes de l'Ouest canadien. Donc, dans les dernières années, elle s'est lancée sur des courses autant au BC qu'à l'international, où il y avait beaucoup de dénivelé. Donc, elle est habituée à ça, mais là, elle s'en vient dans un territoire un peu inconnu de son côté. Les trails québécoises, les trails du Québec Méga Trail, ça ressemble pas nécessairement à ce qui se fait dans l'Ouest. Juste pour vous dresser un petit portrait d'Audrey, elle a fait en 2019 la TDS, donc une course de l'UTMB,
Elle a terminé 40e quand on sait à quel point elle a terminé 37e, donc un top 40 quand on sait le niveau de compétition de l'UTMB. C'est très impressionnant. Elle s'est lancée aussi sur le Todret, qui est la petite course. Puis là, petite, on s'entend, je pèse mes mots, c'est les 132 km du Tour des Géants, donc la version un peu plus courte du Tour des Géants, mais c'est une édition qu'ils font année après année. C'est 132 km, c'est 11 000 mètres de dénivelé. Et là, elle a fait une 8e place qui est complètement fou. Donc, vous voyez que c'est une fille qui a de l'expérience en trail quand c'est montagneux. Mais là, c'est différent au Québec. Elle s'apprête à se lancer sur une course qui est plus longue en distance, plus petite en termes de dénivelé. Donc, elle n'a jamais fait de 100 000 jusqu'à maintenant. C'est des efforts de 34 et 40 heures, là, la TDS et le Todret. Mais là, c'est de quoi qui est un peu différent pour elle. Des territoires un peu inconnus de se lancer comme ça sur un 100 000. Donc, on parlait de la course, puis comme elle ne peut pas s'entraîner ici, elle ne peut pas faire de reconnaissance de parcours, j'ai essayé, en bon guide du Mont-Saint-Anne, de gars qui s'entraînent là souvent, d'essayer de lui dresser un portrait de vers où elle s'en va, c'est quoi les différentes portions du Québec Mega Trail. Je ne sais pas si j'ai fait une bonne job, mais j'ai essayé. Donc voilà, on se lance dans ce premier extrait avec Audrey. Bon épisode tout le monde. C'est ça la première course de trail au Québec? Ouais, quand j'étais avant de déménager à Vancouver, en fait, je faisais surtout de la course sur route. Donc, je faisais des demi puis quelques marathons ici et là, mais je faisais pas. J'avais même jamais entendu parler de ça, là, la course sur sentier. Donc, non, c'est ça. Ça va être vraiment une première expérience pour moi sur les trails au Québec, là. Même maintenant, quand je retourne, je vais visiter mes parents à Shawinigan, je vais courir un petit peu dans le parc national de la Mauricie. Oui. C'est un beau coin, mais je te dirais, c'est à peu près les seuls trails que je connais là, du Québec. Donc, ça va être vraiment tout nouveau. Puis, je pense, une expérience complètement différente de ce qu'on a ici dans l'Ouest, là. Ah oui, puis je pense qu'en plus, le parcours du Québec Mega Trail il est connu comme étant très diversifié comme sentier. Tu sais, souvent, des trails au Québec, tu vas faire Arikana, ben, tu sais que c'est technique, tu vas faire telle autre course. Mais là, il y a vraiment de tout. Tu sais, puis le 100 000, OK. je connais pas le début, mais tu sais, à partir du massif, Sentier des Caps, c'est un type de sentier. OK. Tu as la Mistachibo qui, sur papier, tu te dis, ah, cool, ça va être roulant, mais tu sais, c'est des boulders à escalader. OK. Après ça, le Mont-Saint-Anne, fait que ça fait un parcours vraiment très Diversifié. Ouais. diversifié, ce qui rend le truc le fun et en même temps un peu casse-jambes là, quand tu n'as jamais vraiment de constance dans le type de parcours, hein. Ouais, je pense qu'honnêtement, ça peut rendre ça plus difficile qu'on pense parce que, comme tu dis, ben, comme je t'ai dit, j'ai jamais couru dans ce coin-là, donc j'ai vraiment de la misère je sais pas à quoi m'attendre du tout. Et en plus, le fait que le 100 000, c'est une course, c'est une nouvelle course. Il n'y a pas de benchmark, là, j'ai aucune idée à quoi m'attendre niveau timing et tout ça. Donc, ça va être intéressant. Ouais, je pense que ça va être, écoute, je vais prendre les différentes sections comme il arrive, puis essayer de m'adapter le mieux possible. Puis je pense que ça va être justement aussi différent de ce que j'ai fait en Europe les dernières années, où là, tu sais, c'était du dénivelé à pu finir. Fait que c'est comme si tu le savais, là, quand tu commences une montée, ben, tu en as pour quelques heures à monter. Tu arrives au sommet, ben là, tu en as pour quelques heures à descendre. Là, ici, je pense que c'est ça, la plus haute montée, c'est même pas 1900 mètres, si je me trompe pas. Non, Donc, exact. La plus grosse section, c'est rendu au Mont-Saint-Anne. Vraiment, ouais. vous repartez, il vous reste encore 60 kilos, je pense, sur le 100 000, mais Ouais. tu te prends un genre de 900 mètres sur 9 kilomètres, mais après ça, c'est la pire section. Les Ouais. Québécois, c'est celle qui redoutent. Là. Moi, je veux dire, je sais que cette bout-là, je vais trouver ça vraiment difficile, mais OK. quand tu es habitué, je pense, à du gros dénivelé et des montées de Ouais. plusieurs heures, ça va Non, être c'est ça. pour toi. Moi, j'ai presque hâte à cette section-là parce que justement, c'est plus ce type-là que je suis habituée, contrairement à moi, monte-descend, monte-descend, monte-descend. Je pense que ça va être quelque chose de différent. Puis honnêtement, je pense que ça peut rentrer dans le corps probablement plus que de faire une longue montée suivie d'une longue descente parce que tu es toujours en changement, toujours Tu prends pas de constance, changer de en rythme. fait. Je pense que tu prends Non, pas c'est tes ça. aises de. Je suppose que quand tu fais une montée de 3 heures de temps dans les cols italiens, ben, tu prends ton pace, ta cadence, puis tu continues là-dedans pendant des heures. Là. Exactement, ouais. Fait que ça va être intéressant de voir cet aspect-là d'une course. Là. C'est vraiment pas habitué à ça. Fait que ça va être. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis comment on se prépare pour un premier 100 000 quand on ne connaît pas le terrain, parce qu'on est de loin, puis quand il n'y a pas, comme tu disais tantôt, de split ou d'éditions précédentes avec lesquelles on peut se comparer. Moi, je le sais que j'aime quand je connais une course que je m'en vais faire que je ne connais pas. On va sur le site de l'ITRA, je regarde les éditions précédentes, puis je vois des coureurs qui ont des
cotes semblables, donc tu supposes que c'est le même niveau, puis tu peux te faire une espèce de standard de split. Là, c'est une course qui va être la première édition. Fait que tu t'en vas vraiment dans l'inconnu. Comment on se prépare à ça? Ouais, ben encore là, je pense qu'honnêtement, je me fie vraiment sur mes expériences précédentes, pour ma préparation, parce que encore là, c'était un peu la même chose. Tu sais, j'avais aucune idée les trails, ça ressemblait à quoi. J'avais aucune idée mes capacités. Écoute, je vais-tu être dans le top 20 ou je vais-tu être vraiment back of the pack? Aucune idée, hein. Fait que j'étais allée là, encore une fois, presque, tu sais, les yeux fermés en me disant, ben regarde, on va dealer avec ce qu'il y a devant moi au moment où je serai rendue là. Puis pour la préparation, c'est ça, comme je te dis, j'ai essayé de faire des recherches un petit peu sur le parcours du Québec Méga Trail. Puis bon, je les suis sur Instagram, j'adore ça. Ils postent souvent des stories d'autres coureurs qui s'entraînent sur le parcours. Fait que là, tu sais, je regarde ça me donne une idée. Il y a l'air d'avoir des sentiers super boiteux. Oui, Il y a je te l'air confirme. d'avoir. OK, parfait. Encore une fois, ici, c'est pas quelque chose qu'on a du tout, là. Fait que. Mais honnêtement, à date, là, dans ma jeune carrière de trailers, j'ai quand même réussi à dealer assez bien avec l'effet surprise, là. Fait que sans avoir une préparation super spécifique, je pense que qu'est-ce que je fais ici dans le coin de Vancouver ou dans l'Ouest, c'est assez varié, que peu importe le sentier à l'heure de quoi, ça devrait pas poser trop de problèmes, là. Ici, à Vancouver-Nord, au niveau trail technique, on est vraiment, vraiment choyé, là. Il y a rien de roulant ici, là. Tout est très, très, très technique. C'est de la racine, c'est de la grosse roche, c'est à pic. Donc, ce côté-là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais encore là, comme je te dis, on ne sait jamais là, sans l'avoir vu. Puis c'est ça, j'ai toujours tendance à sous-estimer un peu les trails au Québec quand j'entends ça. Ah, c'est super technique. Je me dis, ah, ça peut pas être aussi technique que ce qu'on a ici, mais c'est encore drôle. Je sais que des fois, là, les trails, surtout quand c'est le long des rivières, ce type de sentier-là, ça peut être vraiment technique. Puis c'est difficile de prendre un rythme puis de le garder. Puis c'est facile de devenir un petit peu pas fâchée, mais patiente. Là, quand tu penses que, voyons, ça monte pas tant que ça devrait bien aller, mais finalement, c'est tellement technique que tu as l'impression d'aller nulle part. C'est facile de devenir un peu frustré sur ces sentiers-là, en tout cas pour moi, là, parce que c'est vraiment pas ma plus grande force. Ah, c'est ça, de la difficulté à prendre une espèce de constance d'un kilomètre à l'autre, puis de pouvoir partir dérouler, tu sais, des fois. Puis c'est ça, le parcours Québec Méga Trail, il y a de ça, tu sais, le sentier Mistachibo, comme tu dis, c'est un sentier qui longe une rivière. À hauteur de la rivière, tu es dans des genres de boulders que, je veux dire, moi, je suis pas grand, puis des fois, tu es quasiment en escalade, là, j'exagère, mais c'est ça. Tu peux pas prendre un rythme puis rouler un pace régulier. Ça fait partie du charme. C'est un magnifique sentier. C'est probablement le plus beau sentier de la région ou un des plus beaux. Mais ça amène son lot de... Ouais, c'est ça. de frustration. Ouais, puis encore là, des fois, ça aide quand tu sais que ça s'en vient, tu sais un petit peu à quoi t'attendre. Mais là, comme je te dis, moi, j'ai aucune idée. Mais bon, là, Mistachibo, j'en ai entendu parler beaucoup, là, donc ça, je suis préparée mentalement à affronter cette section-là. Puis est-ce que l'effet de surprise il peut être aussi un avantage, dans le sens que tu es en mode découverte du début à la fin? Tu sais, les gens qui sont allés faire des sections, tu les connais par cœur, tu sais où ça va être plate, tu sais où ça va être le fun, tu sais ce qui t'en vient. Là, tu pars, toi, ton 160 km, puis tu t'en vas un peu dans l'inconnu. Tu le vois-tu un peu comme un avantage? Oui, honnêtement, je pense que avoir l'effet de surprise, puis justement, il n'y a aucune section que j'appréhende ou que, tu sais, je me dis, ah, j'ai pas hâte d'arriver là, cette section-là, je sais que j'ai de la misère, ou ah, cette côte-là, je sais que ça va être long, j'ai aucune idée. Fait que oui, je pense que ça peut jouer en ma faveur, honnêtement. À date, ça m'a bien servi d'y aller, comme je te disais, un petit peu à l'aveuglette, puis de prendre ça une étape à la fois, là. Tu as fait des efforts de cette durée-là, mais là, c'est le kilométrage que ça va être une nouvelle zone, pas nécessairement en temps sur tes jambes, mais une nouvelle zone de distance. Comment tu appréhendes ça, se lancer là-dedans? Oui, honnêtement, je suis un peu nerveuse parce que, comme je te dis, c'est pas une question de temps ou de rester éveillé aussi longtemps qui me stresse. Là. C'est vraiment... mes jambes n'ont jamais couvert cette distance-là. Puis... comme je te dis, bon, il y a 6500 mètres de dénivelé, c'est considérable, mais c'est vraiment peu comparé à ce que j'ai fait ces dernières années.
Puis donc, je me dis, ça peut être très différent. Là. Je suis forte sur le dénivelé, je peux faire de la montée en masse, mais là, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup plus de course-course. Puis, je sais, j'ai aucune idée comment mon corps va réagir, si ça va mieux aller ou si ça va juste faire plus mal. En général, courir plus longtemps fait plus mal que de faire beaucoup de power hiking. Donc, je m'attends à ce que, ouais, honnêtement, je m'attends que ce ne soit pas une course facile du tout. Puis oui, il y a eu des moments dans mon entraînement les dernières semaines où je me suis dit, j'ai-tu fait assez de millage? Je me sens que mon millage est bas. Tu sais, on a fait des grosses journées, mais jamais assez de kilométrage à mon goût. Tu sais, puis là, tu remets tout en question. Mais là, écoute, on est à une semaine. Là, il est trop tard pour, pour corriger le tir. Là. Mais c'est sûr que oui, j'ai eu des doutes là, en cours de route. Puis bon, à ce point-ci, ben, on espère que ce sera assez. Puis il me reste quelques journées, quelques sorties à faire pour me préparer, là, mais rien d'énorme. Puis l'objectif, c'est juste de ne pas me blesser, là, rendu là. Les joies du taper, puis de diminuer, diminuer le volume, diminuer la course. Puis là, c'est là que les remises en question arrivent. Puis là, on se questionne, hey, j'aurais-tu dû faire plus de dénivelé? Puis telle affaire. C'est caractéristique de cette période-là weird où tu as besoin du boost de confiance parce que tu t'en vas faire ta course, mais en parallèle, c'est là que tu es le moins performant parce que tu cours moins, tu essaies de... Aujourd'hui, j'essayais de courir à baisser mon pace pour être en mode plus recovery, tu sais, petite course relax, volume, on se met du volume dans les jambes, mais c'est dur mentalement de te dire faut que je sois en train de me craquer, puis je devrais être justement le couteau entre les dents prêt pour ma course, puis là, je fais des cadences que je ne suis pas supposé être en train de faire, puis c'est trop facile, puis c'est pas le fun. Non, exactement. Heureusement, honnêtement, j'en ai beaucoup dans mon assiette ces jours-ci. Jeff et moi, on vient juste de déménager dans un nouvel appartement. Je viens de commencer un nouveau rôle à ma job. Puis là, ben, écoute, on vient juste de finir de s'installer dans notre nouvel appartement. Puis là, il faut que je commence à faire ma valise pour mes quelques semaines au Québec. Donc, j'ai été un petit peu débordée, stressée ces derniers jours. Puis je pense qu'honnêtement, à date, ça m'a aidé à ne pas avoir ça, les taper tantrums, qu'on appelle ici. Là. J'aime ça. Ouais. C'est un terme francophone pour ça, mais faudrait. Taper tantrum, j'avoue, c'est exactement ça. C'est en plein ça, ouais, c'est ça. Mais si tu trouves un terme québécois, tu me le diras. Je te ferai signe. Ouais, même parce que... Depuis tantôt, je parle de taper. Il doit y avoir l'affûtage, je pense, l'affûtage. L'affûtage? Ah oui, OK. La peur de l'affûtage, la remise en question de l'affûtage. Il n'y a rien comme taper tantrum. Ça sonne pas, ouais, c'est ça. Mais bon, c'est ça. À date, j'ai eu l'esprit assez occupé que j'ai pas eu le temps de trop stresser. Fait que d'un côté, c'est bien de se tenir occupé. La semaine prochaine, ça sera peut-être une autre histoire. Là, je vais être en vacances chez mes parents avec rien à faire, rien à penser. Je vais peut-être commencer à être stressée. As-tu déjà élaboré ta stratégie de course là, en analysant un peu le parcours avec les drop bags? Je ne sais pas, as-tu un crew qui te suit? C'est quoi ton plan de match? Est-ce que tu peux nous révéler un peu comme ça avant la course? Honnêtement, mon plan de match pour l'instant il est assez lousse. Rien de super précis, puis c'est difficile vu qu'on commence à 10 heures le soir. Et dans ce que je soupçonne va être une section très, très, très technique au début du sentier. Là. Donc, je pense que la première nuit, ça va être prends ça relax, bouge pas trop vite, attends qu'il fasse clair. Puis, c'est ça. Puis après ça, dans le jour, je pense que c'est là que ça va être bon de pousser mes limites un petit peu. Puis oui, je vais avoir un crew, ce que d'ailleurs, ça va être très différent. Pour moi, j'ai demandé à mon père de me ravitailler. Ça va être super, je pense que ça va être le fun. Il n'a jamais fait ça, comme je te dis, il ne m'a jamais vu courir un ultra, donc je pense qu'il ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il va peut-être être traumatisé. Mais il m'a déjà ravitaillé. Écoute, j'ai fait des courses de canot il y a des années. Il m'avait ravitaillé pour des courses de canot. Donc, c'est un petit peu le même concept, mais bon, sur plus grosse distance, plus longtemps, évidemment. Mais ouais, donc ça va être le fun d'avoir un crew juste pour support additionnel, d'apporter un peu plus de bouffe, de m'aider à remplir des bouteilles d'eau, des petits trucs comme ça, ou bien d'apporter des extras que normalement je ne mettrais probablement pas dans mon drop bag. Je pense que ça va jouer en ma faveur, ça va m'aider, c'est sûr. Mais sinon, j'ai pas de pacer non plus, donc je vais être toute seule tout le long. Ça me dérange plus ou moins, honnêtement. Les courses en Europe, on n'a jamais droit au pacer non plus, donc je suis habituée là, d'être toute seule, puis même dans les sections plus difficiles ou quand ça va moins bien dans ma tête, je suis correcte. Je pense que
mental game, en bon anglais, est assez solide. Là, donc, je ne suis pas trop inquiète à ce niveau-là. Mais c'est ça. Honnêtement, je pense que ça va être... prends ça relax la première nuit, pousse un peu toute la journée, rentre au Mont-Sainte-Anne, j'aimerais ça. Si je peux me rendre au Mont-Sainte-Anne avant qu'il commence à faire noir, je pense que je serais dans une bonne position, là, puis finir en force en fin de soirée, idéalement. Avec son parcours, son expérience, il n'y a comme pas de doute qu'Audrey est une des favorites pour le QMT 100 000 cette année. Une autre fille qui va être à surveiller sur le 100 000, c'est Lisanne Trépanier, une maman de 2, une coureuse, une ancienne triathlète convertie en coureuse de trail qui vient de l'Outaouais. Une fille qui a beaucoup d'expérience en endurance, bien sûr, avec les Ironman, mais aussi en course d'ultra. On parle d'une 6e place à Javelina John Red, un 100K en Arizona, une 13e place au Trail Verbier-Saint-Bernard en Europe. C'est aussi une fille qui a participé à l'Ultra Trail Arikana, Bear Mountain, donc un gros parcours de coureuse d'ultra. Et c'est une fille qui, sur la distance de 100 000, l'a tenté 2 fois à l'UTMB. Ça s'est conclu les 2 fois en abandon. Donc, il y a comme une vengeance en elle. Il y a une motivation supplémentaire à tenter ce QMT 100 000. C'est pour la première fois de terminer une course de cette distance-là. C'est une distance qui est classique, qui est mythique dans l'ultra. Puis c'est quelque chose qui est à cocher sur sa bucket list. Puis elle me raconte tout ça, son expérience de l'UTMB. Puis comment son expérience de l'UTMB viendra nourrir sa course au Québec Méga Trail. Donc, je vous laisse en compagnie de Lisanne Trépanier. J'ai commencé par être triathlète. Fait que je pense que tu l'as mentionné justement. Fait que j'étais triathlète. Non, je vais aller aux cours. J'ai commencé ça d'un coup. J'ai fait 10 Ironman, Hawaï. J'ai eu mes enfants. Tout ça, fait que, puis il est venu un temps où c'était trop difficile de faire les 3 sports en voulant être compétitive, surtout qu'Éric, mon conjoint Éric Deshaies, il en fait aussi, fait que là, j'ai décidé de me lancer dans les ultras parce qu'une discipline, c'était plus facile pour moi de juste, tu sais, la course, c'est tellement accessible, tu peux le faire de n'importe où, n'importe quelle heure, tu pars de chez vous, donc j'ai commencé à faire des ultras, même pendant mes années d'Ironman, j'ai fait le marathon des Sables en 2007. Fait que ça, c'était vraiment spécial de faire le marathon des sables en n'étant pas vraiment connaissante au niveau des ultras. Tu sais, j'avais pas comme mon background de triathlète Ironman, mais ça a été quelque chose que j'ai vraiment aimé. Puis ensuite, j'avais fait un 50 000. Puis là, j'avais fait comme une pause d'ultra complètement. Puis j'étais continuée dans mon parcours d'Ironman. Puis c'est en 2015, en fait, 2014, j'ai fait mon dernier Ironman. Et puis c'est là qu'en 2015, j'étais vraiment comme à la recherche d'un défi. Puis je me disais, OK, tu sais, je suis une fille de défi. T'sais. Fait qu'à un moment donné, je me disais, ça va me faire du bien, mais non, j'étais vraiment à la recherche d'un défi. Puis c'est là que je me suis dit, OK, je vais me lancer dans les ultras, puis dans la trail. Fait que c'est en 2016 que je peux dire que j'ai fait ma première année plus d'ultra. J'ai fait une course en Europe et puis course dans le parc, je pense. J'avais fait un 100 kilos en Europe, du TKTM. Puis là, déjà en 2017, je m'étais dit, OK, je vais essayer de ramasser mes points pour aller faire l'UTMB parce que moi, je suis une fille de même. Je suis une fille que, je suis ambitieuse, mais je veux dire, c'est comme au niveau des Ironman, ma 2e année, j'ai fait 2 Ironman dans ma 2e année de triathlon. C'est comme, fait que je suis comme ça. Fait que moi, je pars avec l'UTMB. Fait que, on fixe des objectifs ambitieux, là. Et oui, c'est ça exactement. Fait qu'en 2017, j'ai fait plusieurs courses. J'ai fait le marathon de Boston. Après ça, j'ai fait Bear Mountain, qui était un 50 000. Après ça, je suis allée faire Verbier-Saint-Bernard, qui est une course en Suisse de 111 km avec 10 000 de D+. Puis j'ai fait aussi Charlevoix, mais j'ai fait la Arikana. Fait que j'ai tout ramassé mes points pour l'UTMB dans une année. Je les ai eus, j'ai appliqué, puis j'ai été sélectionnée la première année. J'étais vraiment chanceuse. Puis on était comme une couple d'amis. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que première année UTMB, j'avais hâte, j'étais prête. C'est sûr, mes enfants, j'ai 2 enfants en passant, que Max a 12 ans, il va avoir 12 ans. Bientôt, Adèle, elle a 9 ans. Fait que il est un peu plus jeune dans ce temps-là. C'est en 2018 que j'ai fait ma première tentative. Et puis, je croyais
aussi près que je pouvais l'être, mais finalement, en haut d'un col, en fait, là, la Combal, à peu près à 70 km, j'ai fait une grosse hypothermie, mais vraiment sévère. Puis qui m'a pris beaucoup d'énergie, tu sais, puis tout ça. Puis j'ai vraiment essayé de continuer parce que je voulais vraiment. Puis je me suis rendue à 100 km et puis à 100 km, ça a été comme... En fait, la première année, c'est le médecin de la course qui m'a retiré de la course parce que j'allais faire l'ascension du col Ferret, puis la température était vraiment pas belle au-dessus. Puis à l'UTMB, une fois que tu es comme tagué, si on dirait, quand tu rentres une fois dans l'entente médicale, puis tu es là longtemps, ils te suivent tout au long de la course. Fait que le médecin voulait me rencontrer, puis il m'a dit, je suis désolée, je ne peux pas te laisser continuer. Fait qu'il y a une partie de moi, évidemment, qui avait beaucoup de peine, puis qui était déçue, mais de l'autre côté, j'étais soulagée parce que je me dis, OK, là, je peux arrêter. Je n'ai pas besoin de prendre la décision parce que je filais vraiment pas bien. T'sais. Fait que je suis partie de là-bas en me disant, ben écoute, je vais retenter ma chance, puis mes points étaient encore bons. Applique encore, piger à nouveau, me rends à l'UTMB, puis encore une fois, niveau nutrition, niveau sans doute partir trop vite. Puis honnêtement, tu sais, avec du recul maintenant en 2021, je pense que mon mental n'était juste pas... j'étais pas à mon meilleur, je pense, au niveau mental. Puis, tu sais, veux pas au niveau des ultras, tu sais, je pense que faut que le mental soit là parce qu'une fois que le côté physique lâche, parce qu'à un moment donné, il est moins fort, ben il faut que le mental embarque. Si ton mental n'est pas là, ben c'est ça. Fait que c'était pas une bonne année pour moi pour différentes raisons personnelles. Fait que puis je commence tout juste à en parler de ça, en fait. Fait que ça a été comme difficile, mais c'est ça. Fait que oui, je suis partie du TMB sur le coup en me disant c'est pas une course pour moi, c'est pas une distance même pour moi. C'est ça que je m'étais dit. Je suis pas faite pour ça, moi, les 100 000. Je suis pas faite pour ça. Je vais faire des 100 kilos puis tout ça. Mais bon, bref, pour moi, le 100 000, ça reste la distance qu'il faut que je fasse un check dessus, puis ça n'a pas été long que l'hiver passé, je voulais retenter ma chance. Puis, en fait, je suis infirmière, fait que là, oui, j'ai passé le bout qu'il y a eu la pandémie, fait que l'année passée, j'ai pas coursé. Puis là, quand on a vu que les conditions s'amélioraient un peu, ben beaucoup de gens de mon entourage s'est inscrits à Québec Mega Trail. Puis là, ben je me suis dit, c'est en février que je me suis inscrite. Puis là, j'ai fait, OK, j'y vais. Puis je tente ma chance. Puis cette fois-ci, ça va être la bonne. Fait que au niveau de ma préparation, ça a été différent. J'étais à une bonne place malgré que ça a été une année vraiment difficile. Je me sens bien puis je me sens prête. Là. C'est l'heure de la revanche sur le 100 000? Oui, j'espère vraiment. Mais j'ai un différent feeling. Quand j'ai commencé l'UTMB, même la deuxième année, je me souviens d'avoir tellement peur. Puis je pense que c'est une distance qu'il faut respecter. Hein? On a beau, puis moi, ça, c'est quelque chose que je dis depuis toujours. Les longues distances, ça reste un ultra. Il faut que tu respectes la distance. Fait que peu importe que tu es un professionnel, que tu es un amateur, que il y a des choses qui peuvent arriver, malgré que tu as la meilleure préparation du monde, ben, il y a des choses qui peuvent arriver. Par contre, je pense qu'il y a des choses que tu peux mettre les chances de ton bord, puis je sens cette année que j'ai mis toutes les chances de mon bord, puis je me sens prête à prendre le départ, puis j'espère tellement que je peux faire un check, mais je me sens bien, fait que je pense que j'ai hâte au départ, puis ça fait longtemps que j'ai pas eu ce sentiment-là d'avoir hâte à une course, fait que souvent j'ai peur, là j'ai hâte, fait que on dirait que je ne sais pas, c'est un bon feeling. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce feeling-là. Un mindset qui est complètement différent. Oui. On dirait que ma tête est plus claire. Je suis excitée. Puis l'excitation par une course, ça fait longtemps, je trouve que je ne l'ai pas eu. Comme je disais, en 2014, j'ai fait mon dernier Ironman, puis je me souviens de prendre la ligne de départ, puis pas avoir hâte. Ben non, c'est ça. C'était comme une étape pour moi qui était prête à finir. Puis j'ai
pas eu cette excitation-là de course depuis très longtemps. Puis là, je l'ai, puis ça fait vraiment du bien, tu sais, d'avoir hâte, puis d'être excitée, puis de penser à la course, puis de faire « Oh yes, ça s'en vient », tu sais. Fait que, puis j'ai confiance que, tu sais, je suis capable de réaliser quelque chose de bien, tu sais. Puis, mais en fait, mon objectif premier, ça reste de finir, tu sais, puis de vraiment, tu sais, je sens que j'ai une stratégie de course cette fois-ci que je n'avais pas avant. Tu sais, souvent, Éric, il me disait ben, Lisanne, là, t'as-tu pensé à telle chose? Là, moi, j'allais un peu là-dedans, un petit peu à l'aveuglette, tu sais, avec tellement d'autres préoccupations que, tu sais, mais là, cette fois-ci, je me sens plus prête, tu sais, fait que par rapport à ça même, par rapport à comment je vais gérer la course, tu sais, fait que Est-ce que tu as pris le temps de justement de planifier cette gestion de course-là? Ce qu'on peut planifier dans un ultra, là, ça peut prendre le bord, mais exactement, sur papier, t'as-tu pris plus de temps que tes courses précédentes de viser tellement. c'est quoi, tu le vois en bloc de temps? C'est comment tu planifies Ben, ta en fait, course? c'est vraiment de Raconte-nous prendre comment tu pars de cette bébite-là de 160 km, puis comment ouais. tu te planifies au point d'être zen comme tu sembles être en ce moment. Oui, ben, tu sais, je te cacherai pas comment la course quand même, là, tu sais, puis, tu sais, je me dis dans ma tête, pense à ça, Lisanne, pense à comment tu avais hâte, là, tu sais, quand ça va commencer à faire mal, parce que, évidemment, dans un ultra, tu as des hauts et des bas. Je pense qu'il faut juste garder en tête que tu peux revenir, tu sais, puis je vais revenir justement à ma préparation de course, mais, tu sais, petite anecdote, tu sais, il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 semaines de ça, je suis allée faire, j'avais un 30 kilos à faire, puis je suis partie, puis ça filait pas. Tu sais, il y a des journées que tu pars, puis tu n'as pas de jambes, tu n'as pas de souffle, l'énergie est à plat, ça ne marche pas. Puis je me souviens, j'étais avec Éric, puis tu sais, on revient à l'auto, puis il t'écoute, il dit, tu veux t'arrêter? Tu sais, on était à 21, je pense, tu sais, puis tu veux t'arrêter? Tu sais, il faisait super chaud, puis ça. Puis j'écoute, je dis, laisse-moi, tu sais, moi, quand j'ai un objectif dans la tête aussi, là, tu sais, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de grave, tu sais, pour m'arrêter, tu sais. Mais là, je dis, non, je veux au moins faire mon 30, tu sais, même si je marche, puis ça me prend plus de temps, tu sais. Mais, tu sais, j'ai pris le temps de manger, boire, tu sais, tout ça, puis je suis revenue, tu sais, fait que ça, il faut toujours le garder en tête. Mais pour ma préparation, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est que j'ai pris le parcours de la course, tu sais, parce qu'il offre comme un genre de graphique, tu sais, sur le site, puis vraiment voir, tu sais, OK, ben telle montée, t'as tant de kilos, tu sais, ils mettent, tu sais, c'est super bien, OK, fait qu'est-ce que je vais faire, tu sais, pendant ce temps-là, tu sais, puis arriver à la première station, ben tu sais, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, je vais-tu prendre telle ou telle chose à manger, tu sais, tout ça, parce que l'hydratation, pour moi, c'est vraiment... L'hydratation, l'alimentation, c'est ça mon plus gros défi, je pense, sur un ultra. Tu sais, je transpire beaucoup, j'ai beaucoup de difficultés à manger, tu sais, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai fait de différent cette fois-ci. C'est je connais un petit peu plus le parcours. Je connais un petit peu plus sont où les stations d'aide, à combien de kilos, combien je vais monter, quand je vais descendre, tu sais, tout ça. Fait que c'est là la différence par rapport à avant où que je prenais le départ, puis j'y allais, puis ce qui n'est pas toujours recommandé. Tu sais. En tout cas, peut-être que oui pour certaines personnes, mais c'est bon de savoir un peu du parcours, tu sais, avant de se lancer là-dedans. Puis comment on se prépare pour une course qui n'a jamais été faite avant? Ben, moi, j'ai fait le 110 quand même il y a 2 ans. Fait que je pense que ça m'a donné quand même une petite idée. Tu sais, malgré que le parcours n'est pas tout à fait le même, mais tu sais, il y a des grandes portions que oui. Tu sais. Fait que je pense que je me suis basée un petit peu sur le temps tu sais, que j'ai fait tu sais, sur le 110. Puis, je me suis donné comme un peu un barème de temps au kilomètre, tu sais, approximatif. Des fois, je vais aller un peu plus vite, des fois un peu plus lent, des fois, tu sais, fait que pour me donner une idée du temps à peu près. Tu sais, fait que, mais évidemment, je peux avoir des surprises aussi, tu sais, qui fait en sorte que ça peut aller soit plus vite, peut-être que je pars une journée incroyable, tu sais, tout ça, puis que, tu sais, je peux aller plus vite, mais sinon, je peux aller certainement plus lent. Mais vraiment, mon objectif premier, c'est de finir. Fait que, je pense, à finir, je vais être contente. C'est sûr que des fois, on a différents objectifs. On se dit, bon, OK, le premier objectif, certainement, c'est de finir. Mais deuxième objectif, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui serait comme mon rêve, fait que je pense que le barème de, le call-off ou les call-off ou le temps alloué pour faire la course est très,
correct, tu sais, il est très réaliste, il donne quand même beaucoup de temps, tu sais, fait que c'est ça. Fait que moi, c'est vraiment de gérer ma nutrition, m'assurer que je reste au-dessus de ça parce que malgré, c'est drôle, hein, mais puis justement, j'en parlais avec un ami qui fait le 100 000 aussi tantôt, puis il me disait, on parlait un peu de la course, ses petites stratégies, tout ça, puis il me disait, Lisanne, je te connais, là, pars pas trop vite, là, parce que là, il disait, prends ton temps d'installation. Je dis, oui, je sais, Rich, mais là, tu sais, il faut que Non, il dit, gars, je t'entends, là, tu sais, fait que, tu sais, c'est vraiment je pense pour moi, ce qui est difficile aussi dans des courses, c'est de rester focus dans mon plan à moi, dans ma zone à moi, laisser les gens passer. Pas que je suis la plus rapide, là, tu sais, rien de ça, c'est pas ça, mais tu sais, vraiment pas. Mais je veux dire, c'est de faire ma course à moi, puis de faire confiance à ma préparation à moi, puis de suivre mon plan. Puis là, cette fois-ci, j'ai un plan. Fait que j'ai pas besoin de me fier aux autres parce que des fois, les autres peuvent faire des erreurs. Fait que c'est vraiment de rester dans mon plan, puis de le respecter, puis de souhaiter que ça fonctionne. T'sais. Je sens que ça va être un genre de dialogue intérieur entre la compétitive, que je me dis, après toutes ces années d'Ironman-là, puis c'est ça. J'en l'ai dit en introduction, les performances que tu as faites, tu as compétitionné, puis tu as performé. Et je suppose que ça va être un genre de dialogue interne entre la Lisanne qui a son plan sur papier qu'il faut s'en tenir, puis la Lisanne qui se fait dépasser, qui dit, là, je vais la rattraper, puis il doit voir ce qui va se passer. Là. L'erreur, en fait, souvent que je fais, puis ça j'en parlais aussi avec mon ami tantôt, qui lui aussi a fait des courses du triathlon, tout ça, mais ça, je pense, oui, c'était mon côté triathlète un peu, où que tu rentres dans la station d'aide et tu veux sortir le plus vite possible, tu sais. Mais non, il n'y a pas tant de presse. Je peux prendre mon temps, je peux prendre 15-20 minutes si ça ne file pas. Moi, je suis plus du genre à moins de temps possible. Là. Fait que remplir les bouteilles puis repart, mais tu payes pour peut-être plus loin. T'sais. Fait que c'est vraiment non, Lisanne, prends ton temps. Je suis comme toujours pressée. Fait que, puis oui, il y a toujours. Oui, veux pas en dedans de moi, surtout quand je faisais des Ironman, oui, j'aimais être compétitive, mais en même temps, dans j'ai voulu aller en trail parce que j'ai voulu laisser aller les splits, puis les ci, puis les ça, parce que je commençais à mal vivre avec ça. Ça m'a enlevé le plaisir pour moi, de courser. Fait que j'étais rendue que je suis trop nerveuse, puis je me mettais beaucoup, beaucoup de pression, à vouloir, bien faire, puis performer, puis ça. Fait que quand je me suis lancée dans les ultras, ben c'était ça la beauté, c'était de dire, ben je vais mettre un pied devant l'autre, puis peu importe ce qui arrive, ben je veux juste traverser la ligne d'arrivée, ben fait que pour moi, c'est ça qu'il faut que je garde en tête, pour m'amener à la ligne d'arrivée, c'est ça. Puis il faut en réjouir aussi, c'est comme, c'est pas le fun d'avoir de l'anxiété avant une course, parce que je veux pas, c'est pas notre métier, c'est pas mon métier, fait que je le fais pour le plaisir, puis pour me réaliser dans quelque chose, mais fait qu'il faut que ça reste le fun pour moi, Fait que c'est ça que j'ai l'intention de faire à QMT, c'est d'en réjouir, même si ça fait mal, parce qu'à un moment donné, ça va faire mal. Ça, faut se le dire, on ne peut pas se le cacher. 100 000, c'est rare que tu t'en bien du début à la fin. En tout cas, si jamais ça arrive à des gens, ça n'arrive pas souvent. Fait que, mais c'est ça. Fait que j'ai hâte. Je veux juste être là avec 98 autres personnes avec moi, puis avoir une bonne journée. Ben, c'est le fun. C'est un objectif louable. J'aime comment tantôt tu as précisé tes objectifs. Moi, souvent, j'ai l'impression que les gens, à force d'en parler avec des athlètes de tous les niveaux, ou même moi, l'objectif 1, c'est toujours le plus ambitieux. Après ça, quand je l'oublie, je passe au B, puis au C, puis le D, c'est de finir dans le quota final, point. Mais j'ai aimé comment tu l'as présenté complètement à l'opposé, de dire l'objectif 1, c'est finir. C'est ça. L'objectif 2, 3, 4, ce sera des objectifs de temps, de position, ça t'appartient. Mais j'aime vraiment, puis c'est niaiseux, je ne l'ai jamais imaginé dans ce sens-là. Et moi, l'objectif, le dernier, le plan D, E, F, peu importe, c'est toujours de finir. Mais avant, je me fixe des objectifs de temps avec moi-même, tu sais. Mais dès que tu en coches un, je passe au prochain. Mais j'aime comment tu l'as vraiment amené de l'autre côté. Ben, tu sais, c'est parce que je me dis, si ton premier objectif, c'est de finir, ben, tu peux pas être déçu après. Tu sais, c'est comme, tu as fini, puis le restant, c'est la cerise sur Sunday, c'est du bonbon, c'est de l'extra, tu sais, fait que... De l'Outaouais avec Lisanne, là, on passe à Lanaudière avec Jean-Philippe Lebeau.
un coureur, oui, mais aussi un enseignant, un gars qui est aussi auteur et illustrateur et qui est l'organisateur de la IPA Fun Run. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. C'est une course un peu, je dirais pas clandestine, mais qui ça fait 2 ans que ça se tient un peu dans le secret ou dans le mystère, dans le coin de Saint-Côme, en Lanaudière. Une course où le coût d'inscription est énorme. Écoutez, il faut amener 2 de vos bières IPA préférées. Puis à la fin, c'est comme un genre de potluck collectif de IPA. Bref, vous voyez un peu le personnage. C'est un gars qui est un coureur passionné, qui donne à la communauté, puis qu'en plus, il est un peu pas mal de party. Même quand je parlais avec lui, on a échangé une discussion, bien sûr, mais aussi quelques gorgées de bière. Moi, de mon côté, vous le savez, d'habitude, je commence mes entrevues en vous présentant ma bière. Là, je ne l'ai pas fait. C'est un épisode un peu particulier, mais je tiens à mentionner quand même que mon bon chum PY de chez Boréal m'a amené une bourrasque, qui est une bière partenariat entre Boréal et la microbrasserie Alpha. Donc, elle était super bonne. C'est ça que je buvais pendant que je jasais avec Jean-Philippe. Fait que, pour les habitués qui m'écrivent tout le temps « Hey, c'était-tu bon telle bière que tu as essayé? » Voilà, c'est plugué. J'avais une bière pour l'enregistrement avec Jean-Philippe. Mais bref, Jean-Philippe, un coureur d'expérience lui aussi, qui a une belle histoire avec le QMT, puis qui me raconte tout ça. Donc voilà, je vous laisse en compagnie de Jean-Philippe. Fait que là, le QMT s'en vient. Avant qu'on parle de ta préparation pour 2021, parle-moi un peu de ton histoire avec le QMT, parce que je sais que tu as participé quelques fois par le passé. J'ai fait mes recherches. C'est ça. En effet, ça va être ma 3e participation à QMT. Puis l'histoire est quand même... j'ai un petit attachement quand même à QMT, parce que c'est vraiment la première course de trail que j'ai faite, là, vraiment. Là, si je fais une courte parenthèse, j'ai fait... c'était pas mon premier ultra. J'ai découvert vraiment les ultras en 2017 là, avec le MRSQ, qui était un 100 km sur route organisé à l'époque par Pierre Fauché. Puis c'était vraiment ma première édition, première expérience ultra. Si je fais une autre parenthèse, là, il y a très longtemps, là, il y a 7 ans, pour mes 35 ans, je m'étais offert un Ironman. Puis plus que j'aime pas le... Mais tu sais, à l'époque, l'idée, là, c'est que je voulais m'offrir pour mes 35 ans une grosse journée de sport. Puis il y a 7 ans, on dirait qu'il y avait moins d'offres, moins de courses en sentier d'ultra. C'était moins médiatisé, moins connu. Puis, je sais pas, il me semble que l'Ironman, c'était juste ça qu'on entendait parler pour réaliser un défi d'endurance. Puis, puisque j'aime pas vraiment le vélo, je m'étais inscrit à l'époque à une course à Saint-Donat. Ça s'appelait le Ultimate XC. C'était un 60 km. Puis, là, je m'étais dit, 60 km, ça va me prendre une couple d'heures, puis ça va être une bonne préparation pour un Ironman. Mais l'idée, là, c'est que j'ai fini ça, là, puis j'ai vraiment détesté. Là. C'était pas à quoi je m'attendais. J'étais dit, c'est pas de la course, ça, là. Des fois, il faut que tu marches, c'est des plaques de bois. J'avais vraiment pas aimé mon expérience. Mais bon. Mais bref, il y a 3 ans, c'est ça. Je me suis inscrit à QMT parce que c'est... peut-être que je suis rendu là dans ma vie. Je cherchais d'autres façons de me réaliser. Puis, je m'étais inscrit à la première édition du 100 km. Puis, ça a vraiment été... de façon générale, une superbe expérience. J'étais accompagné par des super bons amis. Guillaume, un super bon pote ici, mon pacer. Il m'avait accompagné pour les 20-30 derniers kilomètres. Là. Puis il savait quoi dire, il savait quoi ne pas me dire. Il était le pacer de rêve là, jusqu'à au 99e kilomètre, il me dit « Hey, JP, c'est quoi ton envie de boire une bière? Là? Combien sur 10? » Je dis « 10 sur 10. » Le gars, il avait traîné une bière dans son sac pendant tout ça. Mais vraiment, c'est plein de... mes amis qui étaient là, chacun des ravitaux à Saint-Tite-des-Quatre pour m'encourager. Puis il n'y a personne de mes amis qui étaient nécessairement qui faisaient des ultras. Ils étaient juste là pour vivre le trip avec moi. Puis finalement, tout le monde l'a fait cette année. Là, tout le monde fait le 110. Fait que QMT, pour moi, c'est comme j'ai envie de te dire, c'est là où j'ai eu quasiment la piqûre pour le trail. Puis, la question qui suit, c'est au 99e kilomètre, est-ce que tu as bu la bière? Ah, même pas! J'étais tellement sauté. Là. J'avais peur comme que ça m'assomme, là, puis que ça me détruise les 2 jambes. Mais on était rendu à traverser le ruisseau. Là,
le petit ruisseau Juste passer avant à Gué, l'arrivée. là. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai dit, attends. Mais après, on en a vu pas mal. T'es quand même un gars modeste parce que j'ai vu que tu as fait une 5e place. Première fois que tu fais un ultra de 100 kilos. Grosse 5e place au QMT, c'est vraiment impressionnant. C'était cool quand même. Comme je te dis, on était. Tu sais, il me semble, regarde, je viens de dire, je viens de parler au on, là, parce que j'ai comme l'impression que c'était la force du groupe, là, mais comme je te dis, mais j'avais à Saint-Tite des Quatre, il y avait Fred Touchette, Benoît Dérigé, du monde de Québec là, qui étaient là. Puis, tu sais, je sais pas, je me rappelle qu'ils m'ont aidé à changer mes chaussures. Ils ont rempli ma veste d'hydratation. Ils ont vraiment bien pris soin de moi. Ils sont venus, ils m'ont croisé ils faisaient leur petit jog dans Mestachibo. C'est juste trop cool de les croiser, de les voir. Puis, il savait quoi me dire. Guillaume, après ça, quand il a fait mon crew, pas mon crew, mon pacer, c'était. Je sentais qu'on était un groupe. Là. On voyait, mettons, une position qu'on pouvait rattraper dans la montagne. Puis Guillaume, il savait quoi me dire. Là. Let's go, on pousse, on va le chercher. Puis, nous, on cherchait des positions, mais j'aurais pu finir 6e, 7e, 10e. J'aurais été aussi heureux. Ça aurait été quand même un super beau trip de gang. L'expérience au-delà de la position, mais j'aime ce que tu dis de parler au on, puis je pense que c'est un peu ça, un ultra, puis je n'ai parlé avec plein de coureurs, plein de coureuses, mais tu sais, c'est à la longueur de ces courses-là, c'est assez rare que les gens se présentent là en mode 100% solo. Fait qu'il y a une espèce de groupe, puis même quand les gens se présentent 100% solo, des fois, c'est dans la course, il y a un bénévole qui va un peu changer le cours de ta course, tu vas courir avec quelqu'un, mais quand tu es en groupe, on s'entend que c'est toi qui portes le dossard. Mais au final, c'est un effort de groupe parce que si ta course te prend 20 heures, 30 heures, peu importe, ton crew va être là pendant 20 heures, 30 heures à te suivre, à t'attendre pendant 8 heures. Mais bref, pour en revenir à ton expérience, je trouve ça le fun que justement tu l'as vécu en espèce de... On a un groupe, il y en a un qui porte le dossard, mais c'est un effort d'équipe. Là. Je pense que c'est exactement ça, les ultras. Là. Ouais. Mais je pense que je me demande si c'est un peu à cause de ça que j'ai pas renoué, mais j'avais vraiment pas aimé ma première expérience à Saint-Donat. Mais là, je sais pas, à Québec, je sentais que j'étais pas seul. Puis, il me semble, mon souvenir, c'est Guillaume, mon PSR. C'était clair que l'année suivante, il s'inscrivait aux 100 kilos. Est-ce que c'est arrivé? Ben oui, c'est arrivé. Ben oui. Ben ouais, c'est ça. Puis lui, ici, il a bénéficié c'est Benjamin, un autre gars de notre club qui a été son PSR pour la fin. Tu sais, il y a toujours cet aspect. Il y a toujours cet aspect-là. Puis là, Benjamin, il attend un bébé, là, mais il ne sera pas là cette année. Mais bref, on s'est tous contaminés, je pense, dans notre petite gang. On voit que la roue tourne, puis c'est comme une pandémie, mais positive. Là, on se donne le virus, mais c'est juste la piqûre de la trail. Puis, je vois, tu dis 2018, tu pognes la piqûre au QMT. 2019, tu reviens au QMT sur le 110. Tu fais Arikana, puis tu t'en vas te taper la diagonale des fous à l'île de la Réunion. C'est une bonne piqûre. Tout ça dans la même année. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ah, c'est une grosse année, hein, 2000. J'avais pas réalisé ça. Juste le dire, tu vois les dates comme fin juin. Oui, début. Attends une minute que je regarde. C'est back-to-back, un mois de temps entre Arikana et la Diagonale des Fous. Puis tout. Oui, mais je pense que ce qui est arrivé, c'est que QMT 2019, là, mon expérience est pas mal moins bonne. Vraiment, vraiment moins bonne. Je partais avec peut-être un petit peu trop de confiance. Là. Je partais avec trop de confiance. Puis ça a fait en sorte que j'ai vraiment, mais vraiment, j'ai sauté. Ben, il y a plein d'affaires. Hein? Moi, j'ai fait une corrélation. Là. C'est plate pour ma blonde, là. Mais il ne faut pas qu'elle soit là lors d'une course. Ah ouais? Ça, c'est ma théorie. Je t'explique. Là. On est bien avec sa blonde, là, puis c'est ça. Puis, elle est vraiment cool. Mais quand ça va pas bien, elle prend soin de moi. Fait que là, moi, en 2019, là, ma famille était là. Ils s'étaient payé il dormait au pied des pentes. Là. Il faisait un petit week-end piscine en m'attendant. Ça faisait en sorte là, que je savais que ma famille n'était pas loin. Je suis devenu tellement chochotte, là. Et je pense qu'il faisait chaud, mais il faisait chaud pour tout le monde. J'étais super bien préparé. Mais au 40e kilomètre, là, j'ai pris mon téléphone, puis je me suis enregistré, là, puis j'ai envoyé ça. Je disais à ma famille, je dis, bon, OK, là, je savais que ça me prendrait combien de temps, là? J'arriverais pour le
me rappelle plus quoi, là, mais je vais arriver quasiment pour le souper. Puis là, attendez-moi pas, là, je vais la finir la course, mais ça va vraiment pas bien. Là, j'ai vraiment sauté. Puis, non, c'est ça. Fait que là, c'est ma petite théorie là, que je suis devenu un petit peu chochotte parce que je savais que ma famille m'attendait. Je ne voulais pas les décevoir, arriver trop tard. Puis, c'est ça. Là, même, ça a vraiment mal été. Pour vrai, là, ma motivation est tombée à plat. Mettons, là, c'est pas une blague. Là, ma mère pourrait le confirmer, là, mais au 100e kilomètre, j'ai appelé ma mère. Là. C'est pour te dire comment ça allait mal. J'avais besoin d'un réconfort. 10 km, t'es dans les centres de ski de fond en arrière, puis t'as appelé ta mère. Ça aurait pu prendre 1 heure, là, rentrer à la maison. On disait à ma mère, là, cette année, là, ça va me prendre, il reste 10 km, là, ça va me... Ma mère était là aussi, c'est ce qui était là. Mais ça va me prendre 2 heures. Là. Attendez-moi pas, là, je vais finir en marchant, je suis plus capable. Ah ouais, je sais pas que j'ai eu, vraiment... je pense que c'est... j'ai fini en hypothermie. Il y a eu un orage à un moment donné pendant sur la montagne. J'étais tout mouillé, mais je suis arrivé, là, j'ai passé la ligne d'arrivée, puis à place d'aller fêter et boire de la bière, là, j'étais allé dans un bain chaud, là, puis j'ai tout manqué le party d'après. Là, c'était vraiment pas le fun. Mais comme je te dis, parce que ma blonde était là, ma famille était là, puis je savais que je peux avoir du réconfort un peu trop facilement. Fait que vrai, j'ai pas eu trop de traces de QMT. Tu me parlais de l'enchaînement que j'ai eu. Puis c'est vrai que 2 mois plus tard, je faisais la Arikana, où là, je suis parti tout seul. J'ai dormi dans ma van. Puis vraiment, là, une expérience parfaite. Là, je pensais devoir finir la course, puis devoir marcher sur mes rotules jusqu'à mon auto, mais pas en tout. Vu que j'avais personne sur qui m'appuyer pour prendre soin de moi, on dirait que j'ai comme fini plus fort, puis plus en confiance, plus en contrôle. Puis c'est vrai qu'après ça, j'ai bénéficié du pas le laisser passer, mais ouais, le passe-droit offert par QMT pour aller courir la diagonale. My God, hein, c'est à peine 2-3 mois après QMT. Fait que ça fait en effet un pas pire enchaînement. Ouais. Fait que là, tu as le QMT 2021 qui s'en vient, ton 3e consécutif. Une expérience qui a bien été, une expérience qui a moins bien été. Là, est-ce que ta famille, ta blonde vont être là à Québec dans quelques jours? Non, fait que là, tu vas en mode solo. C'est ça la recette? Exactement. Ah, c'est ça la recette. Puis c'est convenu comme ça. Ma blonde est super partante puis contente de me laisser partir vivre ces expériences-là. Puis que oui, je pars tout seul. Avec un petit sentiment de petite revanche à reprendre. J'ai jamais, dans les 2 éditions, j'ai jamais eu un parfait contrôle sur le parcours. Je pense que tu as été reconnaître une couple de sections. Là. C'est tellement varié, hein, le parcours de QMT. La piste de ski dès le départ, c'est quasiment le fun parce que tu te prends un bon 700-800 mètres de dénivelé d'un coup et tu es les jambes fraîches. Mais après ça, le petit bout de Sentier des Caps, il faut sortir frais du Sentier des Caps quand même. Là, fait que c'est l'aspect contrôle. L'aspect contrôle du Sentier des Caps que j'ai pas toujours bien maîtrisé. Là, ça peut être long à la fin. Là, puis la Mestachibo, comme je suis pas très original, là, mais j'aimerais tellement arriver dans Mestachibo. Peut-être pas les jambes fraîches, parce que tu as quand même 70 kilos d'impact, là, mais il faut arriver là. Au moins l'esprit sain, là, en étant conscient, OK, bon, ça va être lent, ça va être long, ça va être un pied devant l'autre, mais au moins maîtriser le parcours parce que je suis pas le meilleur gars technique, là, je ne survole pas les racines et les roches. Fait que j'espère juste arriver dans la Mestachibo puis peut-être avoir acquis un peu plus de contrôle sur le plan technique. Là. C'est sûr, je fais beaucoup plus de trail qu'il y a 2 ans. Je cours presque, j'ai envie de te dire, 80% du temps en trail là, versus avant où c'était 80% de route, 20% de trail. Là. Mm-hmm. Mais là, j'espère arriver dans le Mestachibo un petit peu plus en contrôle et en confiance. Puis, chose qui a changé aussi cette année, les 2 montées de Mont-Saint-Anne. Peut-être que je vais
j'ai jamais fait autant de dénivelé que cette année. Là. OK. Ah ouais, je m'entraîne beaucoup en dénivelé. Là. Fait que j'espère pouvoir attaquer un peu mieux les 2 montées à la fin. Mais parce que dans les 2 dernières éditions, mais la première, c'était juste une montée du Mont-Saint-Anne, mais il y a 2 ans, les deux montées, là, c'est pas la montée, c'est les descentes. Là. T'en as déjà parlé dans tes émissions, le D-, là. Et là, ça fait mal, là, ça Mais cogne. j'ai l'impression que, tu sais, quand t'arrives les jambes scrap, en tout cas, moi, je sais que quand j'ai les jambes scrap, j'ai un petit peu moins de contrôle. Les montées, tu sais, c'est power hike. Là, je veux dire, t'es dans la crête, oui. t'es dans des pistes de ski double losange. Fait que quand tu montes, Ouais. il n'y a pas grand monde qui monte ça à la course, surtout pas au 70e, 80e kilo d'une course. Fait que, tu sais, tu prends ton mal en patience. Puis moi, j'en parlais avec mon pacer quand on se préparait, on est allé la faire, la portion qui allait me pacer, le dernier 30 kilos. Puis je disais, ici, dans 3 semaines, quand on va être à OQMT, là, ça va être lent, ça va être un pas devant l'autre, c'est tout. Mais c'est les descentes qui, tu as déjà les jambes éclatées, puis là, tu descends un centre de ski dans des pistes vraiment abruptes, puis c'est un bon challenge, mais c'est ça. Je pense que c'est ce qui rend le QMT aussi difficile comme parcours, c'est que le centre de ski arrive à 80 kilos des jambes, puis encore plus pour ceux qui vont être sur le 100 mètres. Hein. Puis, en effet, c'est vrai. Mais il y a aussi on parle des pistes de ski. C'est comme un choix, pas déchirant, là, mais c'est un terrain qui pourrait être quasiment propice aussi au bâton. Est-ce que c'est une course avec ou sans bâton? Moi, j'ai pas pris ma décision encore. En 2018, pas de bâton. 2019, avec bâton, mais je te jure que dans le sentier des Caps, là, j'aurais voulu m'en débarrasser. Là. Ils sont vraiment nuisants là, parce que c'est quand même assez vallonné. Moi, j'utilise beaucoup mes mains pour, je sais pas, m'accrocher sur un arbre dans un virage serré ou pour me ralentir, là, tu sais. Fait que là, les bâtons, je les utilise pas dans le sentier des Caps, mais c'est beau, je pense que techniquement, tu n'as pas le droit puis ils seraient pas utiles. Écoute, mais c'est inutile. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, les bâtons, là, on aimerait tellement les avoir dans les doubles montées du Mont-Saint-Anne. Puis même au départ aussi. Ah oui. Mais j'ai pas regardé le cahier du coureur. Moi, j'avais fait le 50K en 2019, le 52. Puis moi, tu sais, je veux dire, tu pars, puis tu commences avec la Mistachibo ou à peu près, puis tu as ton ravito au mi-parcours au Mont-Saint-Anne, puis après ça, tu as le 25 de la fin. Puis on avait le droit, vu qu'on n'avait pas le droit de bâton dans Mistachibo, tu avais le droit de laisser des bâtons dans ton drop bag au Mont-Saint-Anne. Là, j'ai pas regardé, tu vas me l'apprendre, mais... J'ai pas regardé non plus. Je sais pas. Il me semble que j'ai regardé, honnêtement. Mais si tu pars avec. Si tu veux des bâtons dans ta course, c'est ça. Tu les aides tout le long, c'est ça. Attends, oui, c'est ça, c'était écrit dans le cahier à confirmer, mais aucun bâton dans les drop bags. C'est ça. Donc, ça veut dire que si tu veux des bâtons dans la crête au 80e kilo, il faut que tu partes avec au massif. Oh, il faut que tu ailles te le cacher dans le bois. Écoute, Jean Fortier, je sais qu'il écoute les épisodes. Avec là, on va se faire checker, JP, tout le monde, on va se faire checker. Là, et les gars ont parlé de cacher des bâtons dans le bois. Non, Jean, je te confirme, on va être by the book selon le cahier du coureur. Ben oui. Mais non, c'est ça, c'est... c'est ça. Puis je me suis entraîné un peu plus avec les bâtons cette année. Puis j'ai presque pris plaisir à ça. Là. C'est... Peut-être que je peux tirer mon épingle du jeu parce que je fais quand même pas mal de ski de fond. Fait que, tu sais, je suis quand même en double poussée. Je pense que je peux... ça peut être avantageux. Je sais pas. Ouais. Non, mais je dis que j'ai pas pris ma décision. Je pense qu'il n'y aura pas de bâton. Là. Mais, ça serait une béquille. Là. On dirait, je veux comme... non, il n'y aura pas de bâton cette année. OK, voilà, tu le confirmes. Je le confirme. Si on se voit au départ dans une semaine, puis au massif, je te vois avec des bâtons, on va faire « Hey, t'avais dit pas de bâton? » C'est ça. Mais il serait vraiment cool dans la montée du Mont-Saint-Anne. Bon, là, c'est bien beau, les gens d'expérience, mais tu sais, moi, le but avec cet épisode-là, c'était de couvrir le spectre large des gens qui composent notre belle communauté de trail. Et il n'y a pas que des gens qui arrivent au QMT avec un gros bagage d'expérience. Et c'est le cas de mon 4e invité que je vous présente aujourd'hui. Son nom est Claude Auchu. C'est un gars qui est tout nouveau dans la trail. Écoutez, ça fait moins de 2 ans qu'il court. Il s'est mis à la course. Je pense que c'est un gars qui est intense quand il entreprend quelque chose. Puis là, c'est avec intensité qu'en moins de 2 ans, il s'est préparé pour le QMT 52, sur lequel il va se lancer samedi prochain.
Claude Auchu, c'est le chef de la direction puis un associé chez LG2, une boîte de pub bien connue au Canada. En fait, c'est la plus grande agence publicitaire indépendante au Canada. Fait que c'est un gars qui a une grosse job, qui a beaucoup de responsabilités, puis qui a découvert avec la course en sentier une manière de se libérer l'esprit, de partir dans les sentiers, puis de s'amuser, puis il arrive avec une approche, puis une attitude, puis une philosophie tellement intéressante pour son premier ultra. Donc, voici Claude à quelques jours de son premier ultra. T'as quel âge, Claude? Est-ce qu'on peut le dire ou est-ce que c'est permis? Oui. Moi, j'ai 52 ans. Moi, je me suis donné... J'avais déjà essayé de courir avant, puis ça n'avait pas fonctionné. J'avais toujours trouvé ça beau. Moi, je voyais quelqu'un qui courait sur le bord de la rue, peu importe où, puis c'était comme homme, femme, je trouvais ça hot, je trouvais ça beau, je cheerais pour toi, là, puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, à 50 ans, je vais m'offrir ça en cadeau. Je vais m'offrir la course en cadeau de moi à moi. Bon, ça a bretté un peu ça n'a pas été le début de l'année vraiment, plus la fin de l'année. Et ce qui est en 2019. Puis moi, il y a eu un moment particulier qui est arrivé dans la vie de tout le monde, qui était évidemment la pandémie. Et puis moi, ça m'a permis de me discipliner, de focusser, parce que je me suis... nos 3 bureaux chez LG2, on est tombé en télétravail, 400 personnes à la maison. Fait que moi, je me suis emmené à la campagne. Là, j'ai commencé 3 fois par semaine à courir de façon vraiment disciplinée. Puis c'est vraiment là, donc, il y a 1 an et demi que la course s'est embarquée. Je courais en campagne sur des routes, mais tout ce que je lisais, c'était tout sur l'ultra. C'était tout sur la course en sentier. À RDS, je me souvenais, il y avait les séries là, des ultras qui passaient, puis je trouvais ça juste beau. C'était comme où ils couraient et tout ça. Et puis, pour moi, c'était comme un rêve impossible. Tu sais, faire un 10, un demi, un marathon peut-être, mais faire un ultra, bien que je capotais là-dessus, je trouvais ça vraiment hot. Pour moi, c'était comme un rêve impossible. Et au fur et à mesure, j'avais peut-être 1 an de course, puis un de mes amis, Nico Baldovini, qui lui en a fait quelques-uns, il me dit, Claude, il dit, tu serais capable. Et fait que, puis là, il m'a comme convaincu, puis depuis avril, donc, on avait un plan de 3 mois qui est devenu un plan de 4 mois d'entraînement pour le 52 de la QMT la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a quelque chose de fort dans le 52 km pour tes 52 ans ou quelque chose comme ça? Parce que c'est quand même fou qu'à 50 ans, tu te promettes d'aller courir, mais de commencer à courir, oui. Et que moins de 2 ans plus tard, tu sois rendu à faire un ultra. C'est une progression quand même assez rapide, là. Bien, ce qui est beau, c'est que moi, je suis dans la bulle présentement où j'aime être, ce qui veut dire, je suis dans une bulle d'apprentissage. Moi, j'aime essayer des affaires parce que c'est les meilleurs moments. Tout est une première. Ta première veste de course que tu achètes, c'est malade mental, là. Ta première paire de running avec des crampons, c'est fou, là. Tu sais, fait que ton premier entraînement d'un 21 ou de ta première semaine, ton premier 1000 de dénivelé, tu sais, je te regarde aller. C'est sûr, je me sens petit quand je vous regarde aller, mais c'est ce qui me motive. Puis moi, ben, j'ai mes petites victoires, mes petites premières à moi. Puis ce bout-là est tellement le fun. Et puis je m'étais dit, c'est drôle parce qu'avant que je pense faire la QMT, je m'étais dit, puis que c'était vraiment le lockdown, je m'étais dit, peut-être je pourrais me faire un 52 pour mes 52 ans. Mais et puis c'est vraiment, je pensais faire comme à peu près là, une coupe de tour du parc riverain de Joliette, là. Puis, et puis là est arrivé ça. C'est drôle que tu le soulignes parce que ça me rappelle des souvenirs. C'est vraiment quelque chose qui m'avait motivé. Puis quand j'avais vu ça, il y avait comme mettons, un heureux hasard qui s'était placé en cours de route, là. C'est ce qui est le fun des ultras, c'est que c'est le QMT 50, mais tu regardes sur le papier puis il y a 52 km, mais écoute, ça complète la boucle. Puis si, je sais pas si je te rassure en disant ça, moi, mon premier ultra a été un 52 km, un 50 sur papier qui était 52, mais c'était pas le QMT. Mais j'ai eu la chance de le faire quelques mois après, puis c'est vraiment un beau parcours pour un baptême d'ultra. Je ne sais pas si tu connais le coin, si tu es venu courir dans ce coin-ci. Mais c'est un parcours qui est hyper diversifié. J'ai l'impression, le syndicat, moi, je me prépare pour ça. Je sais à peu près ce qui s'en vient. Les quelques sections que je n'ai pas vues, je sais parce que je suis allé courir là d'autres moments. Puis, le Sentier des Caps, je le connais par portion. Mais le 52,
il y a tout là-dedans. Tu as un peu de route au début parce que c'est toujours le fun de partir vite, mais après ça, tu rentres dans de la Mistachibo, tu as le Mont-Saint-Anne, fait gros dénivelé. Puis tu finis sur le dernier 15-20 qui est un peu plus classique, trail québécoise dans les bois, sentier pas si technique, mais vraiment dans le bois profond, dans le versant nord du Mont-Saint-Anne. Fait que tu as vraiment, on dirait, l'expérience complète de cette course-là. Moi, personnellement, puis c'est pas contre les autres courses, il y a tellement de beaux parcours. Et moi, le QMT 52, c'est dans mes expériences de trail les plus malades parce que justement, tu encapsules en quelques heures. Là, c'est long quand tu le cours, mais c'est quand même quelques heures dans une vie. Tu encapsules tout ce qu'il y a de beau dans cette région-là. Tu sais. Oui, mais c'est rassurant, puis de t'entendre là-dessus. Puis une des autres premières, c'était un week-end shop. J'avais aucune idée c'était quoi dans la vie, un week-end shop. Fait que, puis il y en a un qu'on a décidé d'aller faire justement à Sainte-Anne. Puis on a fait le premier parcours à partir du camping, le Mistachibo, et monter Mont-Sainte-Anne, et puis redescendre. Puis c'était comme mon premier, mettons, 33 km. On a fait un 1500 D+. Ça m'a beaucoup sécurisé, je te dirais. Puis j'en parlais pas sur mon Instagram que je faisais un ultra. Jusqu'à temps que je fasse ça. Là, je vais être comme, je suis peut-être capable. Et puis il y a Martine Marois qui m'a aussi aidé à démystifier ça. Parce que c'est comme je me disais, je suis pas sûr que je suis capable de faire ça. Elle dit, fais juste imaginer, c'est une belle longue journée en forêt. J'ai fait comme, là, on s'entend, c'est pas un 100, c'est pas un 160, fait que c'est comme plus... Mais je t'arrête, je me permets de te couper, Claude, parce que il y a pas de, c'est pas le sens. Je veux dire, c'est énorme. Je veux dire, tu te lances sur quelque chose, puis de le compléter ou pas, c'est même pas tant le défi de s'y préparer puis d'arriver sur la ligne de départ, d'être prêt pour un 52 km avec 2000 et plus de D+. Oui. C'est exceptionnel, puis il n'y a pas grand monde sur la Terre on se pète les bretelles des fois à se dire ça, mais ça reste qu'il n'y a pas un grand pourcentage de gens qui peuvent le faire, puis t'es là. Je t'arrête, je te laisse poursuivre, là, j'aime pas ça te couper, mais je me permettais parce que moi, on entend souvent chacun son ultra et tout, puis là, tu es déjà dans l'ultra. Tu es au pied de te mesurer à quelque chose d'immense. T'sais. Mais tu sais, ce qui est beau pareil, c'est que moi, je te suis, je suis Léane de ce monde, et Joanne, et tout le monde ici au Québec qui sont vraiment bons. Puis c'est inspirant. Là, toi, tu fais ta petite affaire, puis à un moment donné, il y a peut-être un de tes chums qui dit, écoute, tu m'énerves assez, je vais commencer à courir. Fait que c'est comme il y a un ripple effect super sain qui se fait. Puis j'écoutais ton dernier balado avec M. Gilles Poulain, puis il avait tellement raison quand il dit, tu as gagné quand tu te présentes à la ligne de départ. J'ai fait comme, c'est donc bien vrai, ça. Fait que c'est comme ça m'a... on dirait que dans les dernières semaines, il y a plein de choses qui m'enlèvent un peu de poids sur les épaules, ou qui ajoutent de la naïveté à l'entreprise. Là. Fait que, mais c'est ça, j'ai vraiment hâte. J'ai l'impression, puis encore là, ça va être une grande première, j'ai l'impression que je suis prêt. Mais we'll see. Ben, il y a, comme je l'ai dit dans l'épisode, puis c'est ça, c'est une journée, une fois, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas, puis c'est la vie. Puis je pense que n'importe qui se lance là-dedans, il y a un gros pourcentage de chances qu'il y ait un abandon pour 1001 raisons, puis c'est pas grave. Ça fait partie de la game quand tu te lances dans des affaires folles de même. Mais je pense que dans la vie, on se met à courir ou on fait du sport, peu importe, pour être en santé, pour voir du pays, pour le bien que ça fait d'être dans les bois, peu importe c'est quoi la raison. Fait que l'entraînement, les mois et les mois d'entraînement, ça, c'est gagné, c'est un win pour toi, peu importe ce qui va se passer, puis on part, il faut partir les couteaux entre les dents, puis aujourd'hui, je finis no matter what, mais il y a des fois où des bad luck arrivent, mais c'est pas un échec parce que tu as les mois qui ont précédé qui, eux, sont encore là, puis le build-up, puis le cardio, puis tout ce que tu as bâti pour te rendre là est encore là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que rendu le jour même, c'est... Tu sais, je veux dire, il y a des journées, là, tu le sais, là, on part, puis aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Puis pourquoi? On ne sait pas trop. Moi, aujourd'hui, je suis allé faire ma dernière longue avant le QMT. Bon, il y avait un peu de chaleur, mais je suis habitué de courir à la chaleur. C'était pas une bonne journée. Pas grave, ça arrive. Puis des fois, il y a des choses qu'on sait pourquoi, puis d'autres fois, on ne sait pas. Puis si ça arrive, ça arrivera, puis c'est la vie. Puis
on apprend à passer par-dessus ça. Mais juste de se présenter là-dessus, c'est tout à ton honneur. Puis un sujet qui est super intéressant en ultra, puis chaque fois que j'ai des invités, chaque fois que je parle de course, chaque fois que je parle de stratégie, j'ai l'impression que j'aborde pas assez ce sujet-là. Je l'avais fait le temps d'un épisode complet, mais je trouve que la nutrition, c'est un sujet tellement intéressant. Puis j'aime ça me nourrir, pour ne pas faire un jeu de mots, avec l'expérience de mes invités pour voir c'est quoi leur stratégie. Moi, c'est un truc qui va bien parfois, puis des fois qui va très mal. Fait que j'aime ça, écouter ce que mes invités vont me raconter sur leur stratégie nutritionnelle, parce que j'ai l'impression que tout le monde en ultra a fait des essais, des erreurs, puis à un moment donné, on finit par trouver la recette. Encore une fois, jeu de mots douteux. Puis c'est exactement ce dont je parle avec Jean-Philippe Lebeau dans ce court extrait sur sa stratégie nutritionnelle pour le Québec Mégatrail. Ma corrélation forte est vraiment dans le... Tu sais, l'indice, c'est à peu près une barre à l'heure. Une barre à l'heure, là, ça fonctionne bien, on dirait, dans mes... regarde, puisqu'on en parle, là, je pense que ma meilleure expérience, tu sais, overall, là, toutes les courses que j'ai faites, c'est vraiment le UTHC l'an dernier, 2020, là, c'est ça. Ça a vraiment bien été, puis je me suis nourri juste de sucre. Vraiment, là, moi, j'ai pas tant mangé de barres, mais beaucoup les petits cubes de, je pense que c'était fruits 2, là, je pense, c'est ça, les petits cubes là, qui donnaient dans les ravitaux. Et ça, j'en ai tellement bouffé. Fait que moi, ma stratégie à Ricana, puis puisqu'on en parle, ben, je pense que c'est ce que tu me rappelles de faire ça à QMT. J'ai toujours, tu sais, le petit verre en silicone qu'il faut traîner dans les ravitaux. Bon, c'est ça, j'arrive dans un ravitaillement. Moi, je suis un fan de chips, de tout ce qui est de liqueur, tout ça. Fait que du sucre. Puis, je remplis toujours mon verre en silicone dans le cadre du THC. Je remplissais toujours mon verre de petits cubes fruits 2. OK. Fait que je trouve que ça s'assimile bien, là, vraiment. Là. J'avais appris ça en 2000, lors de mon premier UTHC, là, j'avais couru longtemps avec un gars, Frédéric Jouin. Un gars, il avait vraiment été un peu mon mentor durant cette course. On avait fait une bonne 40aine de kilomètres ensemble. Puis, je sais pas, j'avais l'habitude de rester longtemps dans les ravitaux. C'est le fun, hein? Tu changes avec le monde, tu te sens pas coupable d'être arrêté parce que tu dis c'est bon, il faut s'hydrater, il faut bien manger. Mais Frédéric, le gars avec qui j'avais couru, il restait 30 secondes. Puis c'est ça, il remplissait son petit verre, il buvait, il remplissait ses flasques évidemment, puis il remplissait son petit verre des trucs de ravito, puis il mangeait en courant, juste de pas trop s'arrêter. J'ai refait ça cette année à Ricana. Puis ça a vraiment été une stratégie optimale. J'arrêtais vraiment pas longtemps dans les ravitaux. Fait que ça fait en sorte que je sais pas, t'arrêtes de faire. La roue est toujours en mouvement, puis c'est ça casse moins le rythme. Mais c'est ça. Je pense que ma stratégie nutritionnelle, c'est peut-être juste, mettons, je me promets quand même de partir avec 2 barres NAC avec moi, puis me fier sur les ravitaux. Quitte à manger une demi-barre, manger beaucoup au ravito. Puis, c'est ça, j'aime ça. J'aime de plus en plus être léger. Tu sais, ta veste d'hydratation, t'apprends le matin, il faut qu'elle soit... moi, j'aime ça quand elle est légère. C'est ça beaucoup, là. Oui, je sais, j'ai des souvenirs de mes premiers ultras où j'avais... je partais avec tellement de bouffe, puis je finissais avec le même nombre de barres avec lesquels j'ai commencé. En tout cas, c'est... Tu leur as fait faire un petit tour dans le bois de 125 km. Oui, c'est ça, exactement. J'avoue, c'est niaiseux. Moi, je me suis dit ça à la fin du Gaspésia parce qu'il n'y a plus rien qui rentrait. Je le savais très bien. Il n'y a plus rien qui rentrait au 40e kilo. Au 80e, dernier ravito où j'ai accès à mes affaires. Ma blonde était là avec le char et tout. Je me disais, je vais garder des barres d'un coup que la faim revienne. Ça fait 7 heures, 8 heures, tu n'as pas mangé. J'ai traîné des barres, puis je me rappelle m'être dit à l'arrivée, quand je défaisais ma veste, cette barre NAC-là, elle a fait 110 km dans le beau aujourd'hui, puis elle ne servait à rien. C'est niaiseux. C'est ça. C'est vrai. Hein?
J'avoue, courir léger, s'appuyer sur les ravitaux. Oui, c'est ça. Mais c'est l'expérience, là. Puis comme je t'ai dit, moi, ce qui me fonctionne, c'est le sucre, là, vraiment, là, le sucre le plus pur possible. Là. Ouais, c'est ça. Fait que j'aime bien, comme je te dis, les petits cubes fruits d'œufs. Je sais pas s'il y en a à QMT, là, mais... Normalement, oui, parce que c'est ceux qui font le fruit d'œufs, c'est le partenaire officiel depuis très longtemps du QMT. Fait que... S'il y en a, je vais être heureux, là. Sinon, avant, je prenais... Ouais, c'est sûr, des gels. Des gels, c'est juste que j'ai ça, le contenant, là. Je sais pas c'est quoi le sucre qu'il y a là-dedans, là, mais t'as les mains toutes collantes après, puis... c'est vraiment désagréable. Fait que les gels, j'en prends plus, tu sais. Non, j'en traîne plus du tout. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Puis après, je trouve que c'est très polluant. C'est niaiseux, mais les gels, j'ai une petite conscience de plus en plus. Mais on va leur donner, Brix, ils ont quand même sorti la petite flasque. Oui. Genre une mini flasque à main. J'ai vu ça. Style 200 millilitres que tu peux remplir avec un gros container. C'est ça. C'est quand même cool. À un moment donné, moi, je m'étais mis à faire des gels aussi. Tu peux te faire tes propres gels de sirop d'érable. Tu mets un peu de sirop d'érable avec du sel, puis tu as ce qu'il faut. Mais je trouve ça le fun que Brix avait quand même compris la game de se dire, nos produits sont appréciés des coureurs, mais à un moment donné, c'est super polluant. Là. Tu finis ta course, puis il y en a qui consomment 2 gels à l'heure. Ta course dure 10 heures, tu as 20 papiers que tu mets dans les poubelles. Là, c'est ça. C'est bien plus pratique en plus. Là, je veux dire, ouvrir un... Tu sais, de courir minimaliste avec une gourde à main. T'as-tu déjà essayé d'ouvrir un gel avec une gourde à main? Sérieux? C'est ça. C'est de la gymnastique, puis t'es pas en train de courir, puis tu regardes pas les racines, tu te plantes, il n'y a rien de le fun là-dedans. Fait que là, moi, la petite flasque, c'est ça. C'est comme une gourde à main. C'est quand même pratique qu'il ait sorti ça, là, pour ceux qui aiment bien les gels. Vraiment? Ah ouais, vraiment, c'est une bonne idée, là. Ouais. Je sais pas, peut-être tu pourrais tu me donnes une idée, peut-être me guérir de ça pour... Il y a ça qui existe, je te lance pour cette année. Ouais, bonne idée. Merci. Ouais. On le sait, un ultra, ça amène son lot de gestion. Gestion de l'équipement, gestion des drop bags, gestion de la nourriture, gestion du temps, du pace, des splits. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête pendant qu'on fait un ultra. Puis il y a beaucoup de choses à penser malgré l'effort intense qu'on est en train de faire. Puis Audrey Lafrenière, elle a décidé de s'ajouter un petit challenge de plus. Elle et son chum, Jeff Pelletier, sont des créateurs de contenu. Jeff a une chaîne YouTube où il partage ses expériences ultra. C'est super intéressant. Allez voir ça sur YouTube, Jeff Pelletier. Mais bref, elle et Jeff se sont promis de faire un documentaire sur leur expérience au Québec Mégatrail. Donc, en plus de toute la gestion que je viens d'énumérer, il va aussi avoir la gestion de la GoPro, des caméras, pour essayer de créer du contenu à mesure qu'elle est en train de compléter son premier 100 000. Donc, je vous la laisse vous expliquer comment elle prévoit sa course et sa gestion de la caméra. Et puis aussi, Jeff et moi, on a l'intention de faire un film sur la course. OK. Ouais. Donc, Jeff, il fait ça un peu à temps perdu. Là. Je suis sûre que tu as vu ce quelque chose. À temps perdu, mais c'est du très, très bon niveau de contenu qu'il crée. Oui, effectivement. Ceux qui ne connaissent pas, Jeff est connu parce qu'il a sa chaîne YouTube, mais ceux qui le suivent, Jeff Pelletier, il fait vraiment du beau contenu. Puis c'est le fun de vous suivre à travers vos aventures. Fait que là, vous faites quelque chose dans le cadre du QMT. Oui, c'est en plein ça, c'est ça. Ça a été notre objectif depuis le départ, en fait. Aussitôt qu'on a décidé de faire la même course, on s'est dit que ce serait intéressant peut-être de voir nos deux perspectives sur le même parcours. Nos forces sont différentes, nos préférences sont différentes aussi. Donc, je pense que, puis Jeff est plus rapide que moi, donc on va être à différents stades du parcours, à différents moments de la journée aussi. Donc, on s'est dit que ça pourrait faire un film intéressant, là. Mais bon, pour moi, ça va être la première fois que je me filme pendant une course. Jeff a beaucoup d'expérience, mais moi, je pense que ça peut peut-être me ralentir un peu. Encore là, dépendamment comment va ma course, je vais m'ajuster, voir si, je prends-tu le temps de filmer puis de faire ça beau ou je fais ça un petit peu rapido presto puis je me concentre sur ma course. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. Si ça va me ralentir ou si au contraire, ça va me garder un petit peu plus engagée. Ou Jeff, il dit souvent ça que lui, pendant ses courses, dans les moments plus bas ou des fois c'est ça, dans les moments moins le fun, ça l'aide à garder un certain focus parce que c'est comme il y a un projet en plus. Fait que c'est pas juste de faire la course, excuse-moi. C'est le projet de film aussi en même temps, donc ça garde occupé. Fait que peut-être que ça va m'aider aussi, j'ai aucune idée. Moi, je me suis pratiquée tout l'été là, à courir avec l'équipement de caméra, puis la GoPro, puis je change la batterie rapidement, puis non, tiens-la pas comme ça, puis oublie pas de changer le setting, puis fait que je sais pas, là, honnêtement, en situation de course, peut-être que ça va juste me stresser. J'ai aucune idée. Fait que ça va être intéressant de voir
comment je me débrouille avec ça. J'espère qu'il va y avoir assez du footage assez convenable pour que Jeff puisse l'inclure dans la vidéo. Tu te rajoutes un défi supplémentaire quand même. Ouais, je pense que oui. Puis, est-ce que tu as une stratégie nutritionnelle ou de ton côté, qu'est-ce qui fonctionne sur une aussi longue distance, une aussi longue durée? C'est quoi ton plan de match nutrition? Manger beaucoup, souvent. Ouais, c'est ça. Non, honnêtement, rien de spécial. Je suis chanceuse, là. J'aime dire que j'ai un estomac assez solide. J'ai pas de restrictions particulières. Je peux manger à peu près n'importe quoi. Donc, les repas qu'il y aura au ravito, ça va probablement me convenir. Mais c'est sûr qu'il y aura beaucoup de solide là, pour un effort aussi long. D'habitude, oui, je me fie beaucoup plus sur les repas, quelque chose de solide plutôt que juste sur des gels ou des trucs comme ça, là. Puis aussi d'avoir mon père qui va être là, c'est sûr que je vais lui demander, je vais préparer des trucs en extra que j'aime bien manger, là. Mais sinon, d'habitude, honnêtement, je me contente de ce qu'il y a au ravito, puis j'apporte mes barres énergétiques préférées, puis des trucs comme ça, là, mais rien de particulier. En Europe, il y avait souvent, évidemment, des pâtes. Puis ça, au début, les premières fois, c'était comme, c'est lourd, hein, une grosse assiette de pâtes chaudes au ravito, mais on s'habitue, tu sais, t'en manges juste des petites quantités à plusieurs ravitaux, puis finalement, je trouvais que ça avait bien fonctionné. Donc, c'est possible que je me prépare des plats Tupperware de pâtes froides, puis que je les donne à mon père pour qu'il me les apporte au ravito, parce que je trouvais que ça avait vraiment bien passé, autrement dit, là. Je ne sais pas si ça te fait ça pour toi. Moi, je sais que j'ai l'estomac super solide quand je mange du solide. Mais une fois, je skip 1 heure, je skip 2 heures pour X raisons. Puis là, il est trop tard. J'ai perdu le contrôle complet. Faut comme que je me force. Puis tu sais, à un moment donné, t'as un petit mal de cœur. Continue. Puis ce qu'on dirait que moi, quand la porte se ferme, c'est fermé. Puis il n'y a rien qui va faire que ça va rouvrir. Je vais boire du coke jusqu'à la fin de la course. Ouais, c'est ça. C'est drôle que tu dises ça. Ça m'est arrivé justement à la TDS. Même chose que toi. Genre, en fin d'après-midi, il faisait super chaud, puis on avait une énorme montée, une des plus grosses du parcours. Il faisait chaud, donc j'avais tendance à beaucoup moins manger. Je buvais de l'eau beaucoup, mais vraiment, vraiment très peu de nourriture tout le long de la montée. Puis à un moment donné, rendu en haut, j'avais faim, mais faim. Puis là, tu essaies de manger, puis il n'y a rien qui rentre. J'essayais des gels, des barres, tout ce que j'avais sur moi. Rien qui voulait rentrer jusqu'au prochain ravito, donc plusieurs heures plus tard. Donc là, j'étais justement, comme tu dis, là, j'avais mal au cœur, je me filais tout croche, tu essaies de manger puis ça te ressort de la bouche automatique. Là. Ouais. Vraiment pas plaisant. Puis ce qui m'a sauvé, justement, c'est de boire du coke au ravito. Puis le melon d'eau, ça a super bien passé. Puis là, un coup que j'ai eu mangé ça, après ça, Jeff, il était mon crew cette fois-là, il m'a apporté encore une fois une assiette de pâtes. Puis là, j'ai réussi à manger, mais il a fallu que je réouvre la machine, autrement dit, là, avec le melon d'eau puis le coke. Puis j'ai bu du coke à tous les ravitaux pour le reste de la course. Je pense que ça a sauvé ma course, honnêtement. Puis en plus, je ne suis pas du tout une buveuse de liqueur, là, en général. Là, tu verras jamais qu'une canette de coke, là, mais pendant un ultra, c'est devenu un essentiel. Là. C'est particulier à quel point tout le monde a la même histoire. Je connais pas beaucoup de trailers qui boivent du coke au quotidien, mais en course, ça a toujours sauvé quelqu'un quelque part. Mais en fait, tu as tout ce que tu as besoin là-dedans. Tu as des calories, tu as du sucre, tu as de la caféine, ça t'entraîne. Exact. Mais on essaie de repousser au moment le plus tard possible dans la course, le moment où il faut commencer à en prendre parce que des fois, c'est mauvais signe. Fait ceux et celles qui ont déjà fait des courses, peu importe la distance, peu importe si c'est en trail ou pas, on le sait, la semaine d'avant-course, la journée d'avant-course, il y a une petite excitation, il y a de quoi de vraiment trippant là-dedans. Il y a un thrill vraiment qui se vit à l'approche d'une course. Puis c'est vraiment le fun de le vivre à travers les yeux et surtout à travers l'expérience, les paroles de Claude Auchu, parce que non seulement il y a l'excitation qu'on a tous à l'approche de la course, mais lui, ça va être son premier ultra. C'est comme l'aboutissement d'un changement de vie qui l'a amené à devenir un coureur il y a moins de 2 ans. Puis j'étais tellement heureux de l'entendre me dire à quel point la communauté l'a accueilli à bras ouverts. Il s'est mis à parler avec plein de gens, dont Martine Marois. Salut Martine. On rit tout le temps, toi puis moi, du fait que je te mentionne dans le podcast. Mais pour vrai, Martine, tu marques les gens, puis Claude en fait partie. Puis je trouve ça super intéressant de voir à quel point il a hâte de vivre un beat de course, d'aller à la rencontre de la communauté trail dont on parle tout le temps. J'arrête pas de dire à quel point c'est une belle communauté. Puis Claude s'apprête à vivre ça dans le cadre du QMT.
Donc, c'est le fun de vivre cette appréhension-là à l'approche de la course à travers sa philosophie de course, ses objectifs, puis à travers son excitation de rencontrer notre belle communauté de trail. Donc, ça va se faire en fin de semaine pendant le QMT. Oui, puis je le dis souvent, on dirait qu'il y a beaucoup de monde qui viennent de plein d'horizons sportifs, puis quand ils découvrent le trail, c'est rare qu'ils en ressortent, ou en tout cas, il y a une piqûre qui arrive à ce moment-là. Toi, tu es comme commencé directement ou presque. Tu dis que tu as commencé il y a un an et demi, puis depuis avril, tu es en préparation pour ce QMT-là. Fait que tu y goûtes comme en partant, de pleine bouche, let's go en trail. Mais ce qui est particulier aussi, c'est que j'entends beaucoup les gens. Moi, je suis embarqué dans le milieu de la trail en virtuel. Ce qui veut dire que, mettons, Martine Marois m'a donné beaucoup de conseils, super gentils, super généreuses. Je ne l'ai jamais rencontrée. Fait que, puis, je suis inspiré par plein de monde, je regarde plein de films. Mais j'entends tout le monde dire que le monde sur route, c'est une chose, mais la communauté trail, c'est quelque chose d'autre qui est beaucoup plus chaleureux, plus humain, moins sur la compétition. Puis c'est vrai parce que moi, je viens du milieu de la moto. J'ai fait de la moto route, puis depuis 10 ans, je fais de la moto hors route. Fait que, puis souvent, je m'amuse à courir dans les sentiers qu'avant, j'étais en moto. Et le milieu de la moto hors route est d'une gentillesse, d'une générosité, d'un accueil incroyable. Et j'ai commencé là encore à zéro. Et puis tout le monde fait comme viens-t'en, on va t'aider, Fait que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la forêt qui unit le monde, puis qui déshabille tout le monde égal, puis let's go, on est ensemble pour la même chose. Là. Fait que j'ai hâte un peu de goûter ça un peu plus dans le réel, mettons. Oui, puis tu sais, même tu le vois dans le monde de la randonnée, tu sais, dans les grandes villes ou peu importe où, tu sais, dans des endroits urbains, souvent, tu marches dans la rue, puis les gens ne sont pas portés à se dire bonjour et tout. Tu sais, quand tu es dans un single track, dans un parc national, c'est pas juste bonjour. Souvent, il y a un petit échange, il y a de quoi de le fun là-dedans, puis tu es dans un état. Tu sais, quand le monde court vite là, dans la ville, là, sur l'asphalte, là, puis je dénigre pas ça, j'en fais beaucoup encore d'asphalte et tout. Tout le monde est rapide. Tu squeeze une run. Là, je veux dire, tu as 45 minutes entre deux meetings. Là. Moi, je sortais. Tu es dans le mode rapide, tout va vite. Puis ta run, ta squeeze le plus vite. Quand tu pars en trail, c'est comme l'opposé. En tout cas, c'est difficile de partir en trail puis de savoir exactement ça va te prendre combien de temps parce qu'il y a 1000 affaires qui peuvent arriver. Fait que, juste un entraînement de trail, c'est différent. Puis tu prends le temps, le pace, le rapport au pace, c'est différent. Fait que quand tu croises quelqu'un, il y a déjà un échange un peu plus. Puis même si c'est juste un salut, tu sais que c'est comme on sait dans quoi l'un l'autre on vit. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Lui, il est en train de descendre la côte, puis je suis en train de la monter. On le sait, qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, je sais pas, tu mets le doigt là-dessus. Puis c'est le fun de voir que c'est pas seulement. Parce que moi, j'ai entendu des cyclistes me dire un peu la même affaire. Encore là, rien pour dénigrer le cyclisme de route. Il y a du très bon monde. Il y a des beaux clubs à Québec, à Montréal, des gens super chaleureux. Mais je pense qu'en bicycle, gravel ou de montagne, il y a beaucoup ça aussi. Moi, je le sais que tu vois, je m'en vais m'entraîner à la Vallée du Bras-du-Nord, dans le coin de Québec, puis c'est beaucoup, beaucoup de gens de vélo de montagne. Ça prend de la bière dans le parking après, ça jase. Il y a quelque chose de. Une communion qui se fait, je sais pas. Oui. Mais il y avait plusieurs trucs que j'ai retrouvés lors de grandes sorties. C'était la satisfaction de l'accomplissement de ce que tu viens de faire. Puis dans les rallyes, dans les motos qu'on a pu faire dans les enduros et tout ça, c'est comme, tu sais que tu as mangé de la merde pendant une couple d'heures, là, mais tu es passé à travers, tu n'as pas lâché, tu l'as fait. Peu importe si tu as fait les 2-3 derniers kilomètres sur le flat, puis que c'est comme tu t'es rendu, puis c'est ces aventures-là que tu parles dans ta journée, avec ta bière après, les aventures de ta journée. Puis j'ai retrouvé un peu ce sentiment-là, tu sais, de fierté de ton samedi, là, que tu as passé avec ton chum à faire tel truc, puis là, justement, quand tu dis ta bière dans le parking, tu te rappelles, tu te parles de tout ça. Fait que j'ai l'impression que ça doit, par défaut, rapprocher les gens ensemble. Fait que en tout cas, c'est vraiment intéressant. Ce que j'ai hâte aussi à la compétition, c'est que la journée va être dédiée juste à ça. Il n'y aura pas de meeting avant, il n'y aura pas de se dépêcher pour aller t'habiller, puis aller, puis partir sur la montagne. C'est comme,
peu importe, à l'heure tu arrives, il n'y a rien après, il n'y a rien avant. C'est juste ça. Ça, déjà, wow, j'ai bien hâte. Côté préparation, vraiment, par rapport au jour J, comment tu appréhendes ça, justement, la navette, le gear, je ne sais pas si tu as des drop bags ou si tu as une équipe au Mont-Saint-Anne, comment tu prévois ça puis comment tu appréhendes ça? Ben, moi, je suis généralement chanceux dans la vie parce que de la même façon aussi, ma blonde, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, puis un peu 20 ans de folie, puis elle embarque, tu sais, elle s'est mise à faire de la moto en route aussi, puis là, elle s'est mise à courir, puis un moment donné, elle a reçu un courriel comme quoi qu'elle faisait le 15 km de la QMT, elle n'avait aucune idée. Fait que, fait qu'elle court le dimanche. Fait que probablement qu'elle va nous aider un peu sur probablement le ravito au Mont-Sainte-Anne, puis la conjointe aussi de mon partenaire de course aussi. Fait que et puis, je te dirais, le truc que j'essaie de me répéter puis de minder, euh, c'est vraiment d'être relax, d'apprécier tout puis d'avoir du plaisir. Parce que, tu sais, je pense que le cut-off, il est 12 heures, que je le fasse à 11h45 ou que je le fasse en 9 heures. Moi, j'ai le goût de voir le finish, là. J'ai le goût de voir la file d'arrivée. Et puis, hopefully, je vais y arriver. Mais fait que j'ai le goût de sourire, j'ai le goût d'avoir du fun avec mon partner, avec les gens qu'on va croiser. Et puis, tu sais, j'ai fait quand même pas mal de compétitions moto où je souhaitais me classer. Puis, puis des fois, le stress embarque. Puis là, tu peux te choquer. Puis la beauté, là, c'est que je souhaite pas me classer. Puis je le sais qu'anyway, je pourrais pas, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas une question d'humilité, là. Je veux dire, c'est comme, je gagnerai rien, là. Puis c'est bien correct, là. Moi, je veux prendre ma bière après, être heureux, puis pas être détruit, là. Tu sais, fait que c'est comme, fait que je me mindset beaucoup sur le fait que je suis prêt, puis je vais avoir du plaisir. Fait que, puis le restant, ben, on a testé le gear, la bouffe, et puis la quantité d'eau un peu qui est nécessaire. Il y a de l'air annoncé très chaud ou très humide là, pour le samedi. Mais fait que c'est ça. Et, j'ai l'impression que le chemin pour se rendre là, c'est surtout là, cette semaine du repos physique, mental, parce que le restant, j'ai l'impression que nos devoirs ont été faits. On verra la deuxième partie de l'entrevue. C'est ça qui est le fun. Mais c'est beau, Oui. tu me sembles très zen. Je te sens zen puis très excité de juste te Oui. lancer là-dedans puis de t'amuser. Puis je pense que c'est le meilleur mindset que tu peux avoir pour un premier ultra, pour un ultra point. Je te confirme que c'est le même objectif que j'ai, le même humble objectif que j'ai quand je me lance sur n'importe quelle course. C'est même si c'est long, même si ça va être dur, essayons d'avoir du fun le plus longtemps possible là-dedans. Puis j'envoie un petit shout-out à René Morissette, j'y ai reparlé il n'y a pas longtemps. Puis je pense, je ne sais pas, je l'ai dit dans une entrevue ici ou peu importe, mais bref, en Gaspésie, à un moment donné, ça n'allait pas dans le bois. Puis lui, il était sur le 100 000, j'étais sur le 100K. Puis on s'est croisés parce que c'est un parcours aller-retour. Puis il y avait bien plus de kilomètres d'impact, puis il en restait bien plus que moi. Puis il était souriant, heureux, au beau milieu de nulle part, avec personne d'autre. Il était dans un bon état, puis moi, ça a changé ma course. Je me suis dit, si ce gars-là, en ce moment, il a le sourire Ah, d'en wow. face, puis il est zen, puis il profite du moment quand il y a 90 km d'un jambe, puis il en reste 70. Moi, il m'en reste à ce moment-là 40. Je vais pas chialer, je vais me mettre un sourire d'en face. Puis ça a changé un peu ma game, mais ça m'a rappelé qu'on est là pour avoir du fun. Puis ça, c'est une course où j'ai pas eu beaucoup de fun parce que ça a été dur, mais là, je pars avec un état d'esprit plus, avec plus cet objectif-là en tête. Quand je regarde tu sais, il y a comme des ups. Tout le monde a l'air d'avoir des ups et des downs à un moment donné. Puis des fois, les downs, ils ont l'air d'être vraiment creux. Puis la part d'énergie a de l'air souvent la digestion. Puis j'ai l'impression que c'est pour les plus longs, les plus longues courses, là, que ça doit vraiment jouer des tours, là, mais ça doit être vraiment quelque chose, ça. Même sur je déteste le terme court ultra parce que c'est quand même plus long qu'un marathon. Mais bref, pour des 50, des 80,
je pense que c'est semblable. J'ai pas vu de différence, juste que c'est plus long, donc peut-être que certains cours sont plus longs, peut-être il y a plus de montagnes russes, peut-être, sur plus c'est long, mais il y en a sur du cours aussi. Puis moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est niaiseux, là, mais moi, au ravito du Mont-Saint-Anne, après 25 km après la Mestachibo, quand je faisais le QMT 52, au ravito du Mont-Saint-Anne, j'avais tout planifié, je changeais tel truc, j'avais un beau checklist que je m'étais fait. J'étais tout seul avec mon drop bag, mais j'étais assis, j'ose avec les bénévoles, ils m'offrent des burgers. J'étais comme non, j'ai ma bouffe, tout va bien. Je change mes espadrilles, je fais toutes mes checklists. Puis l'affaire de base que je n'avais pas mis sur ma liste parce que, hey, je ne l'oublierai pas, remplis tes gourdes. Fait que moi, j'ai attaqué la crête, les gourdes bien vides. Puis cette année-là, on n'avait pas accès au ravito après la crête. Là, cette année, c'est nouveau. On monte, ravito, Mont-Saint-Anne, on redescend, on remonte, puis on a accès 2 fois au même ravito, ce qui est une très bonne chose. Cette année-là, c'était comme ce qu'on prévoit pour la semaine prochaine, c'est-à-dire très, très, très chaud. Et moi, le cave, j'ai attaqué la crête et les pionniers, une montée et 3/4 du Mont-Saint-Anne, pas d'eau. Fait que c'est mon conseil, Claude. Fait que déshydrater une bonne partie. Oui, mais ça a été correct. J'ai pas vécu la vraie déshydratation. J'étais à sec, mais je peux dire que j'ai bu de l'eau rendue en haut du Mont-Saint-Anne quand j'ai finalement pu avoir accès au ravito. Là. Wow! J'ai pas d'autre chose à dire que de souhaiter un bon succès. J'ai l'impression que ta préparation est on point. J'ai l'impression que ton plan de match, tu es dans le bon état d'esprit en tout cas. Tu arrives avec l'ambition d'avoir du plaisir. Puis ça, c'est la meilleure chose que tu peux te mettre comme objectif parce que quand ça va aller mal, tu peux te rappeler l'objectif. Alors que quand tu te mets un objectif de temps, dès que ça va mal, tu penses juste au temps puis tu as l'impression d'être en déficit. Tu ne seras jamais en déficit d'avoir du fun. Si à un moment donné, ça va pas bien, c'est un mindset. Tu mets un sourire d'en face. Il paraît que juste de sourire, ça envoie des signaux au cerveau. C'est un truc que j'avais lu, moi, de Hal Corner, qui est un coureur de trail américain qui est connu comme étant le clown. Il arrive dans un ravito, il a du fun. Lui, il dit j'arrive dans un ravito avec le sourire, pas parce que ça va bien, parce que ça me recraint. Puis, tu sais, t'as le plein contrôle là-dessus. Si à un moment donné, ça se met à moins bien aller. Fait que je te souhaite de t'amuser. C'est flyé parce qu'en moto-enduro, ils disent la même chose. Il dit, ça rend chaud pour sourire dans ton casque. Il dit, personne ne va le savoir de un, fait que tu n'auras pas de la cave. Puis il dit, ça t'aide. Fait que j'ai l'impression que tout ce monde-là, ils ne doivent pas trop se tromper à un moment donné si tout le monde dit un peu la même chose. Mais ça aide aussi probablement le fait que ça fait pas longtemps que j'ai commencé, puis je suis plus vieux. Tu sais, probablement qu'avoir commencé à 30 ans, me connaissant un peu, j'aurais peut-être eu des objectifs un peu plus gourmands, mettons. Mm-hmm. Et là, dans d'autres sphères d'activité, j'ai fait de la compétition, j'ai pu grandir un peu. Puis aujourd'hui, je le fais avec, je suis laid back par rapport à ça, puis je sais que je le fais juste pour du plaisir. Fait que si je m'en vais là, puis j'ai pas de fun, ça va être un peu de ma faute. Là. C'est mon mindset à moi que ça prend. Là, parce que oui, le parcours n'est pas fait pour que ce soit plaisant, dans le sens que ce soit facile, mais c'est pour ça que ça s'appelle un ultra. Fait que on verra ce que ça donne. Pour plusieurs coureuses, pour plusieurs coureurs, le QMT cette année, ça va comme être un grand retour après une année 2020 très particulière avec la COVID, avec l'annulation des courses. Puis c'est encore plus vrai pour Lisanne Trépanier, qui, elle, était au front, était infirmière, était là pendant la COVID, était aux premières loges pour voir l'effet de cette pandémie-là, bien au-delà des courses annulées, bien au-delà de ce que nous, on a pu vivre à l'extérieur du système de la santé. Elle était de l'intérieur, comme plusieurs qui écoutent sans doute, à qui je lève mon chapeau présentement. Mais Lisanne, son QMT, ce premier 100 000-là, prend une toute autre tournure suite à l'année de fou qu'elle a pu vivre, les 18 derniers mois de pandémie. Puis c'est vraiment intéressant de la sentir fébrile, oui, mais de voir toute la gratitude qu'elle a d'être en santé, d'avoir des enfants en santé, d'avoir un chum en santé, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, je vous laisse sur Lisanne qui peut vous inspirer, puis ça donne un beau boost de motivation à la prochaine course comme ça. Mais moi, par exemple, ça, le 100 000, c'est comme si je me dis, my God, si je suis capable en plus de réussir ça, justement en étant dans le temps, avec une année et demie, quasiment de grosse pandémie, il me semble que ça serait encore plus un succès. Puis, dans ma job, j'en vois beaucoup de monde malade. C'est assez incroyable aussi le nombre
de gens malades de plus en plus jeunes aussi qu'il y a. Ah ouais? Oui, puis je parle pas juste, tu sais, il y a des gens qui sont malades, ils ont tout bien fait dans leur vie, qui sont malades, tu sais, mais il y a des gens, par exemple, qui prennent pas soin d'eux autres, tu sais. C'est incroyable, tu sais. Des gens, là, maintenant, là, de comme 50, début cinquantaine, là, puis ça a 3-4 lignes, là, ça a un paragraphe de diagnostic médical, tu sais, je me dis, Caroline, tu n'as pas besoin de faire des 100 000 nécessairement, là, des affaires de. Mais tu sais, aller marcher, aller bouger, aller, tu sais, c'est fou quand même. J'en vois vraiment beaucoup de ça, tu sais. Fait que, ouais. Mais en même temps, d'un autre côté, il y a vraiment, tu sais, c'est ça, tu sais, des gens que je vois. Moi, j'étais infirmière en soins palliatifs avant d'être chef d'équipe, tu sais, puis je vois beaucoup de gens aussi malades que tu dis, mon Dieu, tu sais, du monde jeune que. C'est juste comme ça que c'est arrivé. Il y avait des bonnes habitudes de vie, puis pourtant, ils sont tombés malades quand même, puis ça, il y en a. Puis c'est là, par exemple, que je me trouve vraiment chanceuse d'être capable de faire ça. T'sais. Fait que ça, j'essaie toujours de garder ça en tête quand je fais mes courses. Même si c'est difficile, moi, j'ai la possibilité de le faire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas, cette possibilité-là. Fait que moi, je me trouve chanceuse comme d'être capable de le faire. Puis j'amène, autant que j'amène ça aussi avec les enfants. J'ai 2 enfants en santé, ils vont bien, qui sont en forme, puis ça me permet de le faire parce qu'il y en a qui ont des enfants qui sont malades ou qui sont en difficulté. Puis, fait que, je me trouve chanceuse d'avoir la vie que j'ai, puis qui me permet de faire ça. Je suis vraiment reconnaissante. Puis je vais essayer vraiment d'y penser pendant ma course. Essayer de garder un bon mindset parce que je te cacherai pas que des fois, là, oh mon Dieu, quand ça commence à être difficile, pourquoi je suis ici, là? Pourquoi je me fais passer à travers de ça? Pourquoi j'ai pas juste la piqûre pour faire des 10 km route? Pourquoi ça s'est pas arrêté là? Un dimanche matin, ça fait 30 heures que je cours quand il y a des gens qui dorment et qui vont se lever pour aller prendre un bon café. C'est tellement drôle, tu sais. Mais en même temps, je me dis, ça fait quasiment 19 ans là, que je fais des courses d'endurance. Fait que je me dis, il y a quelque chose que j'aime là-dedans parce que je recommence tout le temps. Fait que à toutes les fois, tu te dis pourquoi, mais en même temps, je recommence tout le temps. Fait que je me dis, à quelque part, il doit y avoir quelque chose là-dedans que je trouve mon compte là-dedans, puis j'aime ça. Ben oui. Fait que tous ceux qui sont rendus jusqu'ici, ceux qui participent au podcast, que ce soit Audrey, Claude, Jean-Philippe, qui nous ont raconté leur QMT, comment ils allaient se préparer, comment ils allaient envisager tout ça. On a parlé des creux, tout ça. J'ai l'impression que tu viens comme de mettre le doigt sur... Rappelons-nous que, first, on a choisi de faire ça. On paye pour être là. On n'a pas juste choisi. On s'impose ça. Mais on a... Tu sais, moi, des fois, j'ai un rapport difficile avec la chance. Des fois, je trouve que on se fait beaucoup dire dans la vie, t'es chanceux. Puis moi, quand quelqu'un revient de voyage, t'es chanceux. Puis je suis comme, non, je la fais, ma chance, dans le sens que j'ai ramassé mes sous pour aller en voyage. Mais la chance va plus loin que ça. Puis ce que tu viens de raconter me fait réaliser que oui, on fait des efforts exceptionnels pour arriver à faire ces sports-là ou ces distances-là, mais on est chanceux de pouvoir le faire. Nous, notre santé, mais notre contexte familial, professionnel, de pouvoir le faire. Fait que je pense que c'est la meilleure manière de conclure, c'est de se rappeler qu'on a payé pour être là, on se l'impose, puis on est chanceux de pouvoir le faire. Fait que pensons à ceux qui ne peuvent pas. Oui. Puis ça va bien aller. Ça va remettre je pense que juste ça, de se rappeler ça, ça peut juste mettre des idées positives en tête. Puis je le sais que samedi, dans la nuit, quand je vais avoir un creux, je vais repenser à ce que tu viens de dire. Écoute, j'espère. Donc, c'est ce qui conclut ce 51e épisode de Pas sorti du bois, ce premier chapitre de ce programme double Québec Mégatrail. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je serai encore une fois avec Audrey, Lisanne, Jean-Philippe et Claude pour parler de leur Québec Mégatrail, mais là, ce sera leurs impressions post-course. On va se parler quelques heures après la course, donc ça va être super intéressant de voir, ce qu'ils nous ont raconté aujourd'hui, mais surtout comment ces plans de match-là puis ces objectifs-là se sont traduits dans le concret de ce parcours hyper difficile que sera le Québec Mégatrail. Je vais être sur le parcours moi aussi, j'aurai probablement des anecdotes à échanger avec mes invités parce que je me lance sur le 110 et le lendemain matin, beau plan de marde à la David Bombardier. Je ne sais pas si ça se qualifie, David, tu sauras me le dire.
Je me lance sur le QMT 6 au lendemain de mon 110, donc on verra comment ça va, mais j'ai bien hâte de jaser avec mes 4 invités, voir comment leur course s'est déroulée. Avant de vous laisser, une dernière chose, je sais que le temps file, puis 1h45, ça commence à être long pour un épisode, mais vous en conviendrez, ça valait la peine, j'avais 4 invités de feu. Mes bons amis chez Exact Nutrition, qui sont un partenaire de la première heure du Québec Méga Trail, nous offre un programme double aussi avec un concours en collaboration avec Pas Sorti du Bois. On va faire tirer un pack Fuel Your Goal, donc un paquet de plusieurs produits de Exact Nutrition par épisode. Donc aujourd'hui, surveillez ça sur les médias sociaux, autant sur les pages Facebook, Instagram de Pas Sorti du Bois et de Exact Nutrition. On va partager un petit visuel où vous allez pouvoir participer. Mais là, ceux qui se sont rendus ici, là, ça fait 1h45 que vous m'écoutez échanger avec mes invités. On va doubler vos chances de remporter le concours, donc participez sur les publications Facebook ou Instagram, c'est bien correct, mais si vous voulez doubler vos chances, vous allez prendre la messagerie privée Facebook ou Instagram, vous allez seulement m'écrire betterave. Donc, le mot-clé betterave, moi, c'est ma saveur préférée des produits Exact Nutrition. Donc, avec le mot betterave, vous allez pouvoir doubler vos chances de remporter ce prix gracieuseté de la gang de Exact Nutrition. Donc, je remercie cette belle gang-là, Lawrence, Dave. Donc, merci, guys. Puis que vous gagnez ou pas le concours, pour une durée très limitée, si vous passez une commande sur le exactnutrition.com, utilisez le code promo Pas Sorti du Bois, PASSORTIDUBOIS, pour obtenir 15% de rabais sur votre commande sur le exactnutrition.com. Donc, voilà. Merci la gang de Exact. Merci à tout le monde. Merci à mes invités de feu. Je répète leurs noms. Audrey Lafrenière, Lisanne Trépanier, Claude Auchu, Jean-Philippe Lebeau. Je vous souhaite le meilleur des succès sur cette course-là. On se reparle la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% Trail.